Bienvenue sur Entrepreneur en lecture. La chaîne où l'on décortique les meilleurs livres pour booster votre mindset et accélérer votre réussite. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, le développement personnel. Pourquoi ? Parce que votre succès dans la vie dépend avant tout de votre capacité à évoluer, à apprendre et à appliquer de nouvelles stratégies. Et quoi de mieux que les livres pour ça ? Dans cette vidéo, je vais vous résumer 5 ouvrages incontournables qui peuvent littéralement changer votre façon de penser, d'agir et de réussir. Mais attention! Ces livres ne sont pas juste à lire. Ils sont à appliquer. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, prenez des notes et restez bien jusqu'à la fin, car chaque livre contient des pépites qui pourraient provoquer un véritable déclic chez vous. Sans plus attendre, plongeons dans ces 5 chefs-d'œuvre du développement personnel et voyons ce qu'ils ont de si puissant à nous offrir. Notre premier livre. Habitudes atomiques. De James Clear. Le secret du succès ? Ce ne sont pas les grandes décisions, mais les petits changements quotidiens qui s'accumulent avec le temps. Ce livre vous apprend comment construire de bonnes habitudes et éliminer celles qui vous freinent. Notre second livre. Les 7 habitudes des personnes éminemment efficaces. De Stephen Covey. Ce livre vous donne une méthode éprouvée pour structurer votre vie et devenir proactif, organisé et efficace en vous basant sur des principes intemporels de réussite. Notre troisième livre. Pensez comme un moine. De Jay Shetty. Comment atteindre la paix intérieure et prendre de meilleures décisions. Jay Shetty nous enseigne des leçons de sagesse ancestrale, inspirées des moines, pour vivre avec plus de clarté et moins de stress. Quatrième livre. La semaine de 4 heures. De Tim Ferriss. Travailler moins, gagner plus et vivre selon ses propres règles ? Oui, c'est possible. Tim Ferriss nous explique comment optimiser son temps, automatiser ses revenus et libérer son emploi du temps pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Et enfin, notre 5e livre. Comment se faire des amis. De Dale Carnegie. Un classique de l'influence et de la communication. Vous y découvrirez les clés pour créer des relations sincères et durables, influencer positivement les autres et développer un réseau puissant. Vous l'avez compris, ces livres ne sont pas juste intéressants, ils sont transformateurs. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner des conseils pour les appliquer efficacement dans votre quotidien. Et surtout, abonnez-vous. Rejoignez notre communauté grandissante d'esprits allumés qui veulent avancer plus vite et plus intelligemment dans la vie. C'est parti! 1. Habitudes atomiques de James Clear. On commence fort avec un livre qui a révolutionné la façon dont on voit les changements et la progression personnelle. Habitudes atomiques de James Clear. Ce livre explique un concept simple mais ultra puissant, ce sont les petites actions du quotidien, répétées sur le long terme, qui mènent aux plus grands résultats. Dans ce résumé, vous apprendrez les raisons pour lesquelles il est si difficile de changer les habitudes. Comment les habitudes et l'identité sont interconnectées. Qu'est-ce que l'intention de mise en œuvre et l'empilement d'habitudes. Comment rendre les bonnes habitudes attrayantes. Point clé 1. L'effet cumulé des habitudes. Imaginez que vous vous amélioriez de 1% chaque jour. Au bout d'un an, vous ne serez pas juste un peu meilleur, vous serez 37 fois meilleur qu'aujourd'hui. Ce principe repose sur l'effet cumulé, ce n'est pas un énorme changement qui fait la différence, mais l'accumulation de petits choix intelligents. Les bonnes habitudes produisent des résultats qui se multiplient. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les habitudes s'accumulent. La fusion positive se produit en termes de productivité, de connaissances et de relations. L'agrégation négative apparaît en période de stress, de pensées négatives et d'indignation. Vous pouvez appliquer la capitalisation à de nombreuses choses, telles que la productivité. Cela semble petit lorsque vous accomplissez une tâche supplémentaire au cours d'une journée donnée, mais cela compte lorsque vous la mettez en œuvre dans votre carrière. Au fur et à mesure que vous automatisez certaines tâches, votre cerveau gagne la liberté de penser à des choses plus importantes. En devenant un apprenant tout au long de votre vie, vous tirez parti de la capacité de capitalisation des connaissances. Il existe plusieurs façons de pratiquer l'agrégation.
Par exemple, la lecture vous met au défi de penser différemment et introduit de nouvelles idées. Grandir dans la gentillesse produit également des intérêts composés en termes de relations. Les gens sont prédisposés à aider les autres qui ont été gentils avec eux. Les choses négatives sont également sujettes à l'accumulation. Les facteurs de stress mineurs peuvent sembler isolés au début, mais au fil du temps, ils se fondent en problèmes de santé graves. La parentalité, les embouteillages, une légère augmentation de la pression artérielle, etc., sont des sources courantes d'inquiétude. Le sentiment de stress se transforme alors en problème plus important. Les pensées négatives peuvent également s'agréger. Accumuler des pensées qui n'améliorent pas la vie créera une réalité négative pour vous. Soyez conscient de la façon dont vous pensez à vous-même et aux autres. Il en va de même pour l'indignation. Souvent, c'est une combinaison de micro-agressions qui débouche sur des manifestations et des troubles civils. Mais nous aimons l'épingler sur un seul événement, comme s'il était isolé. Les petits changements semblent insignifiants jusqu'à ce qu'ils atteignent un point de basculement ou un seuil. Ce seuil est connu sous le nom de « plateau du potentiel latent ». Pour obtenir les résultats que vous recherchez, vous avez besoin de patience. Le saviez-vous? Selon James Clear, une amélioration ou une régression quotidienne de 1% vous laissera 37 fois mieux ou moins bien à la fin d'une année. Point clé 2. Se débarrasser d'une mauvaise habitude est une tâche ardue. Il est compliqué de prendre de bonnes habitudes et peut être plus difficile de se débarrasser des mauvaises. Cependant, c'est possible. Il y a un hic. Au lieu de vous concentrer sur le résultat que vous cherchez à atteindre, ce qui peut sembler si éloigné, passez du temps à créer une structure efficace qui vous permet de progresser vers l'objectif. Les objectifs vous indiquent où vous voulez aller, et les systèmes vous montrent comment y arriver. Tout le monde peut se fixer des objectifs, mais ceux qui réalisent ces ambitions ont créé une bonne stratégie pour atteindre leurs objectifs. Citation. Ce qui sépare les gagnants des perdants, c'est le système de petites améliorations continues que les gagnants mettent en œuvre et qui les aident à atteindre leurs objectifs. James Clear. Les objectifs sont éphémères, tout le monde veut des résultats, mais les problèmes refont souvent surface avec cet état d'esprit. Un changement durable passe par la création d'un processus approprié et l'automatisation des procédures. L'excitation qui découle de la réalisation des objectifs est généralement de courte durée. De plus, les personnes qui se concentrent sur leurs objectifs ont tendance à remettre à plus tard le fait d'être heureux. Avec une mentalité axée sur les systèmes, vous appréciez chaque étape qui mène à l'objectif. Si les choses que vous faites vous plaisent, vous voudrez les refaire. Une mentalité axée sur les systèmes vous libère d'une approche rigide pour atteindre vos ambitions. Parfois, la vie arrive, et vous devez faire un détour sur votre chemin vers le succès. Un bon système s'adapte facilement à de nouvelles situations tout en gardant à l'esprit la destination. Les objectifs font souvent obstacle à la création de processus durables. Les vieilles habitudes reviennent lorsque rien ne peut vous soutenir au-delà d'atteindre votre objectif. Par exemple, si vous visez à perdre 20 livres, il existe des moyens d'accomplir ce que vous voulez. Cependant, vous pouvez revenir à vos anciennes habitudes après avoir atteint la barre des 20 livres, car vous devez toujours créer un système efficace qui vous aide à gérer votre poids. Vous ne jouez pas pour gagner un match, mais pour devenir un champion. Les habitudes atomiques créent de véritables champions. Lorsqu'ils sont compilés ensemble, les petits atomes forment des molécules, tandis que les habitudes atomiques génèrent des systèmes fonctionnels entiers. Point clé 3. Changez qui vous êtes. Il y a 2 raisons aux difficultés que nous rencontrons pour changer nos habitudes. Nous essayons de changer les mauvaises choses. Nous essayons de changer de la mauvaise manière. Il y a 3 niveaux de développement comportemental, le résultat, le processus et l'identité. 1. Les résultats sont le résultat du changement. 2. Les processus sont des actions que vous prenez pour mettre en œuvre le changement. 3. L'identité, ce sont vos croyances. La question qui se pose lors du développement d'habitudes durables est la direction du changement. Le changement de personnage doit être votre objectif, pas la réussite. L'altération de la croyance doit précéder la modification du comportement. Qui vous êtes est plus important que ce que vous faites.
Si une habitude devient une partie de votre personnalité, les chances que vous la mainteniez sont beaucoup plus élevées. Prenez le temps de réfléchir à qui vous voulez être. Ensuite, demandez-vous ce que vous devez faire pour devenir cette personne. Le comportement est souvent une réponse ou une manifestation extérieure de l'identité. Le sommeil cognitif, c'est quand vous suivez les normes que vous avez appris à connaître en grandissant sans remettre en question ces récits. Vous changerez au fur et à mesure que vous prendrez conscience des scénarios que vous jouez dans votre vie. Par exemple, vous êtes moyen en mathématiques, et votre expérience vous a conditionné à penser que les mathématiques ne sont pas pour vous. Au fil du temps, vous accumulez des preuves de vos notes qui renforcent la croyance que vous êtes mauvais en mathématiques. Changer votre pensée ou votre croyance sur les mathématiques crée une nouvelle réalité. Après tout, vous êtes moyen, pas mauvais. Vos croyances se forment tout au long de votre vie. Vous n'avez pas beaucoup de pouvoir sur vos valeurs dans l'enfance et l'adolescence. C'est votre environnement qui les détermine, y compris vos parents, votre école, vos amis et les médias que vous consommez quotidiennement. Cette influence peut être bénéfique, fournissant des croyances utiles et perspicaces, ou préjudiciables, endommageant votre vision du monde et votre attitude générale. Une fois adulte, vous pouvez consciemment démanteler ces croyances et laisser celles qui vous sont bénéfiques. Vos activités peuvent vous aider à changer votre identité pour le mieux. Point clé 4. Comprendre le concept d'habitudes identitaires. Les habitudes et l'identité se nourrissent l'une l'autre, c'est une voie à double sens. Cependant, il est essentiel de consacrer plus de temps à l'identité qu'aux résultats de vos objectifs. Si vous mettez vos valeurs aux commandes, vos résultats s'aligneront sur vos croyances. L'avantage le plus important des habitudes est qu'elles peuvent modifier la perception de soi. Si une habitude vous fait du bien, intégrez-la à votre routine. Mais si l'habitude et ses résultats vous dérangent, vous éviterez probablement de la répéter. Le cerveau automatise les habitudes parce qu'il les trouve satisfaisantes. Ils existent comme levier pour vous aider à économiser l'énergie. Les habitudes sont des raccourcis mentaux appris par l'expérience. Au fur et à mesure que des habitudes se créent, le niveau d'activité dans le cerveau diminue. Vous apprenez à vous verrouiller sur les indices qui prédisent le succès et à faire abstraction de tout le reste. James Clear. En automatisant les choses essentielles de la vie, vous vous créez un espace mental. La créativité vient de la création d'un espace mental pour la pensée. Lorsqu'il y a de la place pour de nouvelles pensées, vous pouvez développer des plans et des idées avec une meilleure portée et une meilleure substance. Point clé 5. Les habitudes se forment selon une procédure en 4 étapes. Les habitudes et l'identité se nourrissent l'une l'autre, c'est une voie à double sens. Cependant, il est essentiel de consacrer plus de temps à l'identité qu'aux résultats de vos objectifs. Si vous mettez vos valeurs aux commandes, vos résultats s'aligneront sur vos croyances. Chaque habitude a un but représenté par la récompense qu'elle donne. Le signal vous montre la récompense. Ensuite, vous désirez le prix. En répondant, vous mettez les bouchées doubles pour l'obtenir. Les récompenses nous servent de 2 manières. Satisfaction. Règle. Enseignement. Pour que le comportement se forme, les 4 étapes, signal, envie, réponse et récompense doivent être présentes. Il y a 2 groupes pour les étapes. La phase de problème, signal et envie. Et la phase de solution, réponse et récompense. Pour créer de bonnes habitudes, vous pouvez adopter ces 4 principes de changement de comportement. Soyez clair. Rendez-le attrayant. Faites simple. Rendez-le agréable. L'inversion de ces lois sert également à éliminer les mauvaises habitudes. La faire disparaître. Rendez-le peu attrayant. Rendez-le difficile. Rendez-le peu gratifiant. Point clé 6. Le changement de comportement commence par la prise de conscience. La pratique entraîne votre cerveau à les identifier sans effort. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients du nombre d'activités que notre cerveau automatise déjà. La croissance des cheveux, la circulation sanguine, la respiration, la digestion, etc., sont des commandes automatiques du cerveau aux parties du corps appropriées. Il y a plus en vous que votre moi conscient. Vous pouvez entraîner votre cerveau à automatiser les bonnes habitudes afin que vous n'ayez pas à faire attention à ce que vous faites.
Au bout d'un moment, le signal devient inutile et votre cerveau a appris à rendre l'habitude automatique. Quand quelque chose est une habitude, vous le faites sans attention consciente. La prise de conscience est la première étape vers le changement de comportement. Envisagez d'apprendre à conduire. Au début, vous êtes conscient de chaque petit détail et vous avez du mal à effectuer plusieurs tâches à la fois. Mais avec de la pratique, la conduite devient automatique et vous pouvez exécuter plusieurs commandes simultanément. Pointer et appeler est une stratégie utilisée par le système ferroviaire japonais pour minimiser les erreurs pouvant entraîner des accidents. Les opérateurs pointent sur des objets et appellent des commandes pendant qu'ils le font. Ils appellent chaque article et indiquent ce qu'il faut en faire. Cette activité apparemment banale réduit les risques en apportant à votre conscience des choses dont vous étiez auparavant inconscient. Une autre étape essentielle pour changer de comportement est de tenir un tableau de bord des habitudes. Ce tableau de bord contient une liste de modèles que vous pratiquez quotidiennement, qu'ils soient bons, neutres ou mauvais. Les habitudes neutres reçoivent le signe égal, les bonnes ont un signe plus et les mauvaises ont un signe moins. Vous avez des tendances positives si vous obtenez un score positif en additionnant toutes vos habitudes. Un score net négatif indique une tendance négative. Prenez votre temps pour changer vos habitudes au départ. Observez et apprenez des conséquences de vos choix avant de décider quoi faire à leur sujet. Le saviez-vous? La stratégie de pointage et d'appel permet de réduire le nombre d'erreurs jusqu'à 85% et les accidents de 30%. Point clé 7. L'intention de mise en œuvre et empilement d'habitudes. Une intention de mise en œuvre est une stratégie qui vous oblige à indiquer l'heure et le lieu de l'activité que vous souhaitez effectuer. La formule est simple, et elle se présente comme suit: je vais, comportement, à, temps, dans, lieu. Bien qu'il existe de nombreux indices pour vos actions, les deux invites les plus courantes sont le temps et le lieu. Les intentions de mise en œuvre s'appuient sur ces deux rappels. L'empilement d'habitudes est une technique qui vous encourage à combiner des routines. Vous pouvez lier votre café du matin à la lecture des actualités. Il est plus facile d'apprendre une nouvelle habitude lorsque vous l'attachez à une habitude existante. Toute une chaîne de modèles peut se former à partir de l'établissement des principes fondamentaux de l'empilement d'habitudes. Vous ne serez pas submergé par le fait de faire quelque chose de complètement différent et de trouver votre chemin à partir de zéro. Au lieu de cela, vos routines existantes vous apporteront le confort nécessaire et vous les compléterez par des changements mineurs. L'efficacité de l'empilement de routines dépend de l'indice fondamental qui commence la chaîne. Vous n'avez pas à vous soucier du temps et de l'endroit avec cette technique. Le modèle existant a intégré ces détails. Ces stratégies sont des moyens efficaces d'appliquer la première loi du changement de comportement. Les indices qu'il crée sont vifs et l'application correcte permet de susciter facilement de nouveaux comportements. Votre environnement vous amène souvent à faire certains choix qui trahissent votre identité. Subtilement, votre environnement peut vous amener à vous comporter de manière spécifique. Kurt Lewin a suggéré que le comportement est une fonction exercée par une personne dans les conditions de son environnement. Vous devriez être plus conscient de cela et savoir quand ne pas succomber aux impulsions que le monde extérieur crée pour vous. Par exemple, si vous voulez arrêter de fumer et que vos amis fument fréquemment, vous devez noter quand votre envie de fumer apparaît simplement parce que vous ne voulez pas manquer quelque chose. Moins de 20 ans plus tard, un économiste, Hawkins Stern, a découvert que le même principe s'appliquait à la publicité. Stern a constaté que le fait de voir un produit pour la première fois peut amener les acheteurs à créer un besoin dans leur esprit pour le produit. Il a appelé le phénomène « achat impulsif de suggestion ». Point clé 8. Chaque être vivant comprend le monde à sa manière. Le principal moyen de perception de l'homme est son système nerveux sensoriel. Sur 11 millions de récepteurs, c'est la vue qui en absorbe le plus, soit 10 millions. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez créer un environnement où vous voyez ce que vous voulez voir. Une habitude peut devenir séduisante si elle est associée aux bons repères visuels. Vous pouvez utiliser des stratégies qui encouragent les mauvaises habitudes pour promouvoir les bonnes. Vous êtes plus susceptible de prendre l'habitude lorsqu'il y a plusieurs déclencheurs dans votre environnement. Les scientifiques ont découvert que les personnes ayant une maîtrise de soi élevée ont conçu leur vie pour éviter les signaux qui peuvent leur faire perdre le contrôle. Réorganisez votre environnement pour produire les résultats que vous recherchez dans votre vie.
La maîtrise de soi fonctionne lorsque vous vous retrouvez dans une situation compromettante de manière inattendue. Lorsque vous devez rassembler des forces quotidiennement pour résister aux tentations, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne tombiez dedans. Optimisez votre environnement pour garder votre volonté pour le moment où elle est nécessaire. Cet environnement inclut le monde en ligne. Nous voulons répéter des activités qui nous apportent de la joie. Le cerveau humain apprécie les récompenses immédiates. Un partenaire responsable peut vous aider à exiger des pénalités pour les habitudes que vous voulez arrêter. Les humains ont tendance à rechercher l'approbation des autres. Ainsi, nous voulons conserver les contacts sociaux que nous établissons. Il est plus facile de progresser lorsque l'habitude que vous prenez s'aligne sur vos valeurs et ne vous oblige pas à faire des choses dont vous ne savez rien. Ce défi est important parce que nous avons tendance à perdre tout intérêt pour les choses ennuyeuses et routinières. La satisfaction vient du fait de surmonter une forme d'obstacle. La pratique délibérée vous maintient affûté et vous ouvre les yeux sur des erreurs qu'une routine ne voit peut-être pas. Par exemple, une personne qui a appris à conduire peut avoir du mal à continuer à voir les aspects de sa conduite qui doivent être améliorés après un certain temps. Mais l'intention vous pousse constamment à vous pousser à avoir un sentiment de conscience qui vous indique des angles morts possibles. Vous pouvez atteindre la finesse par des habitudes et des actions intentionnelles. Point clé 9. La réponse du cerveau aux opportunités attrayantes est immédiate. Le changement dans les niveaux de dopamine indique la seconde où un désir apparaît. La dopamine est essentielle à la formation d'habitudes. La plupart des substances addictives libèrent une forte dose de dopamine. Par conséquent, ils sont difficiles à briser. Des activités régulières comme boire de l'eau, avoir des rapports sexuels et manger libèrent également de la dopamine. L'anticipation d'une récompense a une emprise plus forte sur le cerveau que la récompense elle-même. C'est ce sentiment qui suscite chaque action. Faire quelque chose que vous aimez, ainsi qu'une habitude que vous voulez construire, le rend plus attrayant. Il s'agit d'un processus connu sous le nom de regroupement de tentation. Le regroupement de tentation est une application du principe de Premack, qui stipule que des activités très agréables peuvent être utilisées pour renforcer des comportements moins attrayants mais essentiels. Par exemple, ne regardez votre émission de télévision préférée que lorsque vous faites de l'exercice ou visitez votre café préféré lorsque vous étudiez. Nos contextes culturels déterminent les comportements que nous aimons. Notre désir inné d'appartenir à un groupe ou à une tribu nous fait adopter des comportements que le groupe loue. Ce groupe peut être composé de personnes que nous admirons, de personnes qui partagent les mêmes origines que nous ou de nos proches. Le comportement de groupe l'emporte souvent sur le comportement individuel. Si une personne qui n'est pas un intimidateur garde des intimidateurs comme amis, ils peuvent devenir eux-mêmes des intimidateurs pour paraître cool au groupe. Vous devez être conscient de la façon dont le comportement extérieur vous influence. C'est aussi une bonne idée de s'entourer de personnes qui vous font vous sentir bien et qui ne vous forcent pas à faire quelque chose qui vous met mal à l'aise. La fréquence est plus importante que la durée lorsqu'il s'agit de formation d'habitudes. Une pratique répétée est préférable à une planification et une mise en œuvre élaborée lorsque vous souhaitez développer une habitude. Rester simple est le troisième principe du changement de comportement. Faire quelque chose plusieurs fois signifie que vous devez le faire petit à petit. Éliminez autant d'obstacles que possible pour vous assurer de continuer à prendre une nouvelle habitude. Assurez-vous de pouvoir le terminer dans un court laps de temps. Appliquez la règle des 2 minutes. Chaque nouvelle habitude ne doit pas prendre plus de 2 minutes. Le temps devrait augmenter une fois que vous l'avez maîtrisé. Faites le contraire pour les habitudes que vous voulez arrêter. Rendez la pratique difficile. Si vous limitez votre accès aux indices qui créent des habitudes, vous finirez par les éliminer de votre vie. Conclusion. Les habitudes changent lorsque vous vous engagez à faire une amélioration de 1% par jour sur une longue période. Comme les atomes, ces améliorations s'empilent pour former un organisme entier. Ainsi, concentrez-vous sur la création de systèmes qui vous permettent d'empiler ces atomes. En vous concentrant sur les systèmes, vous vous assurez de continuer à vous améliorer après avoir atteint des objectifs ou des jalons spécifiques que vous vous êtes fixés. Avant que quelque chose ne devienne un indice, il faut lui attribuer une signification. Si vous ne prenez pas conscience d'un indice, il sera impossible d'en avoir envie. Le contentement de votre situation actuelle est la clé du bonheur.
Le bonheur disparaît dès qu'un nouveau désir se présente. Nous aspirons à la représentation du plaisir créé dans notre esprit. La force motrice du comportement est le désir. Si vous nourrissez le désir de l'habitude nécessaire, vous la maintiendrez. Les émotions sont le moteur de l'action. Les raisons logiques ne sont pas aussi puissantes que les émotions lorsqu'on fait quelque chose, et l'envie vient avant une réponse. Ce sont nos sentiments qui déterminent ce que nous faisons. Nous n'évaluons les actions qu'après les avoir réalisées. Lorsque ces actions sont satisfaisantes pour notre cerveau, nous recevons des rappels plus tard pour répéter ces actions. Soyez conscient de ce qui vous donne satisfaction. Essayez ceci. Créez un tableau de bord d'habitude pour voir si vous avez un modèle net positif ou négatif. Identifiez une routine que vous voulez arrêter et une autre que vous voulez développer. Appliquez les méthodes appropriées aux habitudes. Livre 2. Les 7 habitudes des personnes éminemment efficaces. De Stephen Covey. Ce livre vous donne une méthode éprouvée pour structurer votre vie et devenir proactif, organisé et efficace en vous basant sur des principes intemporels de réussite. Vous apprendrez comment définir votre chemin dans la vie. Pourquoi le succès réside dans un équilibre entre l'efficacité personnelle et professionnelle. Proactivité vs réactivité. Pourquoi l'empathie est nécessaire. Point clé 1. Les bonnes habitudes sont le secret de la réussite dans la vie. Les humains sont des créatures d'habitude. Nos routines définissent notre caractère et exercent une force invisible sur notre comportement. Tout ce que nous faisons est fonction de nos pratiques. Par conséquent, la meilleure façon d'atteindre un objectif valable est de nous entraîner à faire des choses qui mènent sans effort à l'objectif final. Notamment, la partie la plus difficile et la plus importante est d'être disposé et prêt à mettre en œuvre un changement durable dans votre vie. Le vrai changement vient de l'intérieur. Nous avons beaucoup entendu parler de succès, d'améliorer sa vie, d'agir en conséquence. Dès 1776, Stephen Covey a divisé la fiction en 2 groupes, la promotion de l'éthique de la personnalité et l'enseignement de l'éthique du caractère. L'idée derrière ce concept est que vous pouvez acquérir des compétences spécifiques pour produire un changement de comportement. Comprendre les subtilités de la communication verbale et non verbale apportera des changements souhaitables. L'éthique de la personnalité fournit un raccourci. Le seul problème est que cette approche ne dure pas parce que le changement durable ne vient pas de cette voie. Le changement de caractère est plus durable que le changement de comportement. L'éthique de la personnalité est superficielle mais attrayante parce qu'elle fournit une solution rapide. Travailler sur notre caractère n'est pas facile. Cela nécessite un changement d'identité. Nous devons ajuster notre vision du monde, notre système de croyances et nos habitudes pour nous mettre sur la bonne voie vers un succès durable. Par exemple, des vertus telles que la fidélité, l'intégrité et l'honnêteté ne peuvent venir que de l'intérieur, ce ne sont pas des techniques à apprendre. Au lieu de cela, ce sont des traits de caractère qui proviennent d'un système de croyances particulier. La bonne nouvelle est que vous pouvez ajuster votre système de croyances et développer les habitudes pour vous rendre très efficace. Point clé 2. Concentrez-vous sur des domaines spécifiques de votre vie et changez vos paradigmes pour commencer un changement durable. Vous devez faire attention à ces domaines clés pour devenir très efficace. Cela aiderait si vous appreniez à 1. Agissez, pas réagissez. 2. Prédisez les conséquences avant de poursuivre l'entreprise. 3. Planifiez vos priorités au lieu de prioriser votre emploi du temps. 4. Recherchez les avantages communs. 5. Écoutez les autres avant d'essayer d'être entendu. 6. Travaillez avec les autres pour obtenir des résultats exponentiels. 7. Gardez un système efficace en marche. Une fois que vous vous êtes concentré sur ces domaines, vous devriez commencer à explorer vos paradigmes. Les paradigmes sont le filtre à travers lequel nous voyons le monde qui nous entoure. 2 personnes peuvent regarder une foule et voir des choses totalement différentes. C'est une fonction du paradigme qu'ils utilisent. Lorsque votre vision du monde s'aligne sur les principes de base sur lesquels l'univers fonctionne, vous pouvez naviguer dans la vie avec succès. Une personne avec un paradigme négatif verra continuellement de la négativité,
tandis qu'une personne avec un paradigme positif trouvera du réconfort même dans la douleur. Un paradigme est un modèle que nous appliquons pour expliquer certains phénomènes. Notre ensemble de paradigmes détermine notre caractère. Les paradigmes peuvent faire la différence entre le succès et l'échec dans les affaires et les relations. Un changement de modèle se produit lorsque nous remettons en question nos comportements et nos attitudes établies et que nous les changeons progressivement. Par exemple, Stephen Covey a vécu un changement de paradigme un dimanche matin dans un wagon de métro relativement silencieux. Un homme et ses enfants sont montés à bord, et le véhicule est immédiatement devenu bruyant. Étonnamment, l'homme n'a rien fait pour contrôler ses « enfants indisciplinés ». Stephen Covey est devenu si irrité par le bruit qu'il a demandé au père de surveiller ses enfants. L'homme a dit qu'il revenait de l'hôpital où leur mère était morte. Il ne voulait pas contrôler les enfants parce qu'ils étaient tous en détresse. Sa réponse a fait passer l'humeur de Stephen Covey de l'irritation et de l'agacement à la compassion et à la volonté d'aider. C'est le pouvoir du paradigme. Les changements de paradigme ne sont généralement pas soudains. Ils exigent une tentative délibérée de passer de la façon dont nous percevons les choses au développement de qualités universellement reconnues comme charitables. Citation. Nos paradigmes, corrects ou incorrects, sont les sources de nos attitudes et de nos comportements, et finalement de nos relations avec les autres. De Stephen Covey. Point clé 3. Nous devons exercer notre capacité de proactivité plutôt que de réaction. Être proactif nous distingue des autres animaux qui répondent aux stimuli externes. Différents animaux réagissent en fonction de leur programmation génétique. Ils ne peuvent pas analyser les incitations. Les humains peuvent réagir plutôt que de réagir aux choses qui leur arrivent. Malheureusement, nous n'utilisons pas tous cet avantage humain, c'est ce que nous devons apprendre à corriger. Être proactif, c'est assumer la responsabilité de ses actions au lieu de blâmer les circonstances. Les personnes réactives ont leur comportement et leurs émotions dictées par des circonstances et des sentiments extérieurs. Lorsque vous hélez un taxi et que quelqu'un d'autre saute à bord, vous le blâmez. Les personnes réactives ne prennent pas non plus leurs responsabilités lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les personnes proactives croient que leur humeur ou leur comportement est fonction de leur ingénierie interne. Plutôt que de blâmer les autres pour l'échec, ils cherchent la voie à suivre. Ils voient la vie en termes de 2 cercles concentriques. Le cercle de préoccupation et le cercle d'influence. Le premier cercle concerne les choses qui nous inquiètent, les factures que nous devons payer, les prêts que nous devons rembourser, les conditions météorologiques, l'évolution de la situation économique, etc. Le second, le cercle d'influence, contient des choses que nous pouvons changer. Travailler dans ce domaine le fait s'élargir lorsque vous reconnaissez les choses que vous pouvez changer. Pourtant, le cercle se rétrécit lorsque vous vous concentrez sur quelque chose sur lequel vous avez peu ou pas de contrôle. La proactivité fait de vous une personne très compétente dans les circonstances les plus atténuantes. Le neurologue autrichien Viktor Frankl a été emprisonné à plusieurs reprises dans les camps de concentration allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré la torture et les conditions déplorables, il a choisi de réagir plutôt que de réagir à sa situation. Toute son attention était concentrée sur son esprit, car c'était la seule chose que Frankl pouvait contrôler. Il a pensé à une vie plus heureuse et à la façon dont il raconterait ses expériences dans les camps de concentration aux autres. Frankl a utilisé le petit écart entre les stimuli externes et l'action pour trouver sa liberté. Vous pouvez vous mettre au défi d'être proactif pendant 30 jours. Choisissez d'assumer vos responsabilités lorsque vous êtes tenté de blâmer les autres pour votre problème. N'oubliez pas que le vrai problème n'est pas le problème lui-même, mais la façon dont vous y réagissez. Point clé 4. Apprenez à créer des images mentales précises et des énoncés de mission sans faille. Nous faisons les choses 2 fois. Tout d'abord, nous concevons une idée dans notre esprit, puis nous l'exécutons dans le monde réel. Avant de construire une maison, nous dessinons un plan spécifiant le nombre de pièces, la disposition, la taille et d'autres détails complexes. Vous êtes plus sujet à des erreurs si vous érigez un bâtiment sans planification minutieuse. Pour gagner, vous devez visualiser ce que signifie gagner, puis le mettre en œuvre. Une bonne planification est la clé de l'exécution impeccable de tout objectif valable. Prenez le temps de visualiser. Notez vos objectifs finaux et détaillez les étapes que vous prendriez pour les atteindre.
Avant de commencer, regardez la fin. Anticipez les obstacles et planifiez les solutions à l'avance. Vous ne vous perdrez pas si vous demandez votre chemin à plusieurs reprises. Ne vous précipitez pas. Plan. Préparation. Exécution. La visualisation permet d'augmenter l'efficacité. Réfléchissez à ceci, quelle parole ornerait votre lieu de repos si vous mouriez aujourd'hui? Beaucoup d'entre nous travaillent efficacement, mais pas efficacement. Nous atteignons des objectifs qui n'auront pas d'importance au final. Il y a un vieux dicton qui dit que lorsque vous ne savez pas où vous allez, n'importe où ailleurs devient une destination. Être efficace, c'est faire beaucoup en si peu de temps. Sans un objectif clair en tête, l'efficacité peut devenir dangereuse. Vous pourriez faire des progrès, mais pas dans la bonne direction. Être efficace signifie poursuivre les choses qui comptent et comprendre que tout le reste est une perte de temps et d'effort. Les personnes productives n'atteignent pas seulement des objectifs aléatoires. Ils vivent leur vie intentionnellement parce qu'ils peuvent voir la situation dans son ensemble et investir leurs ressources dans la vraie affaire. Pour définir vos objectifs et votre credo, écrivez sur votre mission. Il s'agit d'un document qui clarifie vos principes et vos valeurs fondamentales. Votre énoncé de mission guidera vos actions. La rédaction d'un énoncé de mission nécessite une réflexion approfondie, vous ne devriez pas le faire à la hâte car cela constituera la base de votre vie. Une fois que vous avez ce sens de la mission, vous avez l'essence de votre propre proactivité. Vous avez la vision et les valeurs qui dirigent votre vie. Stephen Covey. Point clé 5. Établissez vos priorités et recherchez des résultats qui seront bénéfiques pour tout le monde. Il y a tellement de choses qui se bousculent pour attirer notre attention. Si vous n'y prenez pas garde, vous sacrifierez les choses qui comptent pour des choses qui ne sont pas importantes mais qui semblent nécessiter notre attention urgente. Les stratégies de gestion du temps que beaucoup d'entre nous appliquent nous obligent souvent à prioriser notre emploi du temps existant. Cette approche engendre l'efficience plutôt que l'efficacité. Consacrez votre temps à la réalisation des priorités plutôt qu'à leur planification. En fonction de l'urgence et de l'importance, toutes vos activités se répartissent en 4 catégories. Des choses urgentes qui sont également importantes. Les choses importantes qui ne sont pas urgentes. Des choses urgentes qui ne sont pas importantes. Les articles qui ne sont ni importants ni urgents. La plus importante est la 2e catégorie. Il contient des choses qui déterminent comment nos vies se déroulent à la fin. En travaillant dans cette direction, nous constaterons que les choses urgentes dans nos vies diminueront. Cependant, nous devons d'abord identifier les activités qui entrent dans cette catégorie. Ensuite, nous apprenons à leur allouer du temps intentionnellement. Les interactions avec d'autres personnes manifestent notre interconnexion. Dans la plupart des situations, nous essayons d'avoir l'avantage sur les autres lorsque nous traitons avec eux. Nous pensons que quelqu'un d'autre doit perdre pour que nous gagnions, mais c'est un mauvais paradigme car 2 personnes avec une approche gagnant-perdant peuvent se retrouver avec un résultat perdant-perdant. Il y en a généralement assez pour les besoins de chacun, mais pas pour la cupidité de tout le monde. Lorsque nous pensons gagnant-gagnant, nous créons des relations positives qui seront très gratifiantes à long terme. Assurez-vous que tout le monde quitte la table des négociations satisfait, même si le résultat est l'absence d'accord. Tant que les conditions satisfont les 2 parties, il n'est pas nécessaire de manipuler ou de faire pression sur l'autre personne. Si c'est le cas, c'est une situation perdant-perdant pour les 2, après tout le monde ne se sent pas bien après avoir renversé quelqu'un. Pour avoir une mentalité gagnant-gagnant, nous devons devenir sensibles et patients. Ces qualités créeront une atmosphère de confiance mutuelle, bénéfique pour tous. Plus que cela, nous pouvons appliquer une mentalité gagnant-gagnant à nos relations au-delà des transactions commerciales. Par exemple, que pouvons-nous faire pour parvenir à une situation gagnant-gagnant dans les relations avec nos conjoints, nos enfants, nos parents ou nos collègues? Discutez avec eux de la possibilité d'essayer le nouvel accord. Agir. Point clé 6. Développer de bonnes relations avec les autres en faisant des dépôts dans leurs comptes bancaires émotionnels. La bonne volonté, le temps et les efforts sont les devises que nous dépensons dans nos interactions avec les gens. Plus nous en mettons, plus notre dépôt émotionnel est important. Chaque fois que nous blessons d'autres personnes, nous faisons des retraits.
Un solde positif indique une relation saine et vice-versa. La meilleure stratégie pour résoudre les problèmes potentiels est de les prévenir. En l'absence de dépôt émotionnel dans une relation spécifique, nous devons faire attention à nos paroles et à nos actions autour des gens tout en prenant des mesures pour réparer la connexion. Tenir vos promesses est un phare de confiance, la monnaie la plus élevée dans la banque émotionnelle. Les pratiques pour maintenir des relations de classe sont nombreuses. 1. Empathie et excellente capacité d'écoute. L'égoïsme, le manque d'empathie et les promesses non tenues sont retournables comme le karma. 2. L'intégrité personnelle par la loyauté et la sensibilité aux besoins des autres. Les commérages sont à l'opposé de cette vertu. Être prêt à défendre quelqu'un en son absence est un signe de courtoisie. 3. Faire de la place pour les autres. S'engager dans la vie des gens est un moyen simple d'avoir des relations saines. 4. Responsabilité. Ceux qui reconnaissent leurs erreurs et s'excusent ont des dépôts plus importants dans la banque émotionnelle. Que ressentirions-nous si le médecin nous donnait des pilules sans nous écouter correctement? En effet, nous prendrions leurs recommandations avec suspicion. Mais nous le faisons tout le temps avec ceux qui nous entourent. Nous écoutons à peine pour comprendre, nous écoutons pour répondre. Nous projetons nos circonstances et nos pensées sur les autres. Par conséquent, l'empathie est l'une des actions les plus précieuses dans lesquelles nous pouvons investir pour faire de bons dépôts et avoir un impact positif sur la vie des autres. L'écoute empathique nous exige que nous nous immergions dans la vision du monde de la personne. Nous avons besoin de ressentir ce qu'ils ressentent et de penser à la façon dont ils pensent. Le langage corporel peut dissimuler la plupart des émotions négatives. Parfois, nous devons ignorer les mots, regarder les gestes des gens et nous concentrer sur les sons et autres indices non-verbaux. Lorsque nous pratiquons l'écoute empathique, les gens s'ouvrent davantage à nous et suivent nos conseils parce qu'ils se rendront compte que nous sommes en phase avec eux. C'est pourquoi les bons auditeurs ont généralement des relations saines. Le saviez-vous? Les experts en communication disent que le langage corporel et les sons occupent 90% de nos mots. Point clé 7. Le respect et l'ouverture sont des ingrédients essentiels à la synergie. Lorsque la somme est supérieure aux parties combinées, nous avons une synergie. En d'autres termes, 1 + 1 doit être supérieur à 2. Les différences dans nos visions du monde et nos orientations rendent la synergie difficile, voire impossible. Mais imaginez si nous étions prêts à admettre nos différences et à reconnaître les particularités individuelles. Dans ce cas, il peut être possible de puiser dans le pouvoir de la synergie. Nous n'avons pas besoin de penser de la même manière ou d'avoir les mêmes forces et faiblesses. La synergie exige que nous apportions des choses différentes, et nous devrions en tenir compte. Toutes les habitudes précédentes construisent la suivante: prendre ses responsabilités, écouter les autres pour les comprendre, valoriser la contribution des autres et l'appliquer pour résoudre un problème commun afin de produire une synergie. David Lilienthal est devenu le chef de la Commission de l'énergie atomique après la Seconde Guerre mondiale. Il a réuni une équipe des meilleurs esprits du pays. Ensuite, Lilienthal leur a dit de prendre les premières semaines pour apprendre à se connaître. Il a fait l'objet de vives critiques pour avoir agi ainsi, mais son objectif était de créer une atmosphère de confiance. Cet exercice a permis de créer un environnement de travail sain qui a donné d'excellents résultats. Tous les membres du groupe ont ressenti du respect les uns envers les autres et ont trouvé des solutions aux désaccords. Après s'être observés en tant que personnalité, leur respect s'est transformé en compréhension. Par conséquent, les connaissances combinées ont permis d'obtenir des résultats efficaces. Cette stratégie de communication est abordable et reproductible dans n'importe quel groupe. Sa beauté réside dans une communication respectueuse. Ce dernier est simple au début. Cependant, une haute estime présuppose une maturité optimale de la part de la personne. Une communication respectueuse n'implique pas d'émotions excessives jusqu'à l'empathie. Ici, la reconnaissance des compétences et des connaissances des autres est suffisante pour des résultats productifs. Les émotions, en revanche, peuvent provoquer des confrontations personnelles. Quoi qu'il en soit, la confiance est l'élément clé d'une collaboration mature. Mais nous devons entrer dans nos interactions avec les autres avec des motifs purs. Le résultat est peut-être hors de notre contrôle, mais nous devons rester optimistes et ouverts. L'ouverture d'esprit est essentielle pour créer des synergies.
Nous pouvons le trouver dans nos relations avec les personnes avec lesquelles nous ne nous entendons pas si nous combinons la confiance en soi, l'ouverture d'esprit et analysons leur point de vue de manière objective. Point clé 8. Prenez le temps d'aiguiser votre vie physique, spirituelle, mentale et sociale pour rester très efficace. Nous sommes l'atout le plus important jamais disponible dans nos vies. Nous sommes la seule promesse que nous nous faisons à nous-mêmes et nous sommes libres de réagir et de changer en fonction des circonstances extérieures. Tant que nous restons sensibles à tout ce qui nous entoure, l'actif prendra de la valeur. L'investissement en nous-mêmes est le seul dépôt qui apporte du profit, quelle que soit la situation économique ou sociale. Pour y parvenir, nous devons prendre soin de nous-mêmes physiquement, mentalement et spirituellement. Pour pérenniser notre efficacité, nous devons prendre le temps de nous ressourcer. C'est comme affûter une scie. Lorsque les bûcherons abattent des arbres, ils prennent le temps d'affûter la scie pour rester efficaces. Ce n'est jamais une perte de temps et c'est un investissement qui en vaut la peine. Le bûcheron qui ne s'arrête pas pour affûter sa scie n'abattra pas plus d'arbres que celui qui le fait. Il y a 4 dimensions de notre vie en tant qu'humains que nous devons garder affûtées: physique, spirituelle, mentale et sociale, émotionnelle. Physiquement, nous devons faire attention à ce que nous mangeons, faire de l'exercice régulièrement et ne permettre qu'une bonne dose de stress. L'exercice semble plus abordable lorsqu'il s'agit d'une séance de 30 minutes par jour. Sur le plan spirituel, les exercices de pleine conscience, la prière et la réflexion sur nos valeurs et principes sont des pratiques essentielles. La pratique diffère pour chacun, mais le but final est d'atteindre l'harmonie en soi. Cela aide également à définir une mission personnelle, en d'autres termes, votre place dans le monde. Mentalement, nous devons nous adonner davantage à nos passe-temps et lire de bons livres. Réduisez le temps passé à regarder la télévision et créez quelque chose qui en vaut la peine. La tenue d'un journal et l'écriture de poèmes ou de lettres en sont quelques exemples. Nous pouvons également être impliqués dans la planification et l'organisation d'événements pour garder notre esprit actif. Socialement, nous pouvons faire des efforts pour construire des relations saines. Participez à des activités qui impliquent d'autres personnes et montrez-leur un amour sincère. Essayez de vivre en paix avec tout le monde. Avoir un charme agréable. En même temps, nous ne devons pas nous isoler des autres. Nous recevons l'influence des autres et nous les affectons mutuellement. Nous servons de miroirs sociaux les uns pour les autres. Plus la réflexion est positive, plus on a de chances de rencontrer des personnes proactives et d'adopter leur vision. Prenez le temps de réfléchir et de renouveler vos forces. L'évaluation de vos performances vous aide à voir ce sur quoi vous devez travailler. Conclusion. Au début, les humains sont compliqués. Cependant, en plongeant profondément dans notre psyché, il existe des clés simples pour libérer notre potentiel. Stephen Covey les a observés comme faisant partie de la condition humaine pour proposer ces habitudes essentielles pour améliorer considérablement la vie des gens. Être proactif. Commencez avec la fin en tête. Planifiez vos priorités. Pensez gagnant-gagnant. Donnez la priorité à la compréhension plutôt qu'à la compréhension. Synergie. Affûtage de la scie. Et aujourd'hui? Pouvons-nous utiliser ces habitudes au XXIe siècle? Bien sûr, si nous voulons être très efficaces dans nos vies, nos emplois et nos relations. Cultiver des valeurs, faire preuve d'empathie pour les autres et ne pas disperser notre énergie sur des choses insignifiantes rendra la vie plus saine. Cependant, la nouvelle ère exige de nouvelles habitudes telles que la résilience, la flexibilité et la pensée critique. Nous devons apprendre à tolérer les circonstances, à les percevoir comme la façon naturelle dont les choses se passent et à être prêts à prendre des risques. Les environnements changent, et ils ont toujours changé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec toute la technologie de pointe, nous pouvons observer ces changements directement et avec plus d'attention. Le changement est ce qui sous-tend toute notre existence, et dans une large mesure, la propulse. Et c'est là que se situe le piège lié à la technologie et à Internet en particulier. L'accès à l'information et son afflux peuvent être dangereux si nous la traitons sans esprit critique. La persévérance, l'adaptabilité et le brainstorming peuvent être un sous-ensemble de départ pour la personne très efficace du XXIe siècle. Essayez ceci. Présentez-vous quand les gens ont besoin de vous. Parfois, le simple fait d'être là signifie un grand soutien.
Dites toujours « merci » pour reconnaître les efforts de quelqu'un, en particulier quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Voyez-les. Ici, envisagez d'être un auditeur empathique qui pose des questions sur ce qui dérange l'autre personne plutôt que de divaguer sur vos expériences. Troisième livre. Pensez comme un moine. De Jay Shetty. Comment atteindre la paix intérieure et prendre de meilleures décisions dans votre vie. Jay Shetty nous enseigne dans ce livre des leçons de sagesse ancestrale, inspirées des moines, pour vivre avec plus de clarté et moins de stress. Vous apprendrez comment déterminer vos vraies valeurs. Qu'est-ce que le Dharma? Organisez votre routine et votre environnement. Les bienfaits de la gratitude. Pourquoi la confiance peut être délicate? Point clé 1. La vie que nous poursuivons n'est pas toujours la vie dont nous avons besoin. Dans ce monde en évolution rapide, les gens se demandent rarement ce qu'ils veulent vraiment. Beaucoup de jeunes diraient l'argent ou la gloire. Les plus expérimentés et les plus réalistes peuvent déclarer la promotion, l'achat d'une maison ou la création d'une famille. Cependant, seuls certains mentionneront le fait de servir les autres comme leur objectif ultime. La plupart des gens luttent contre une concurrence féroce pour tout obtenir, la liberté financière, des gadgets coûteux, des voitures et un numéro à 6 chiffres sur leur compte bancaire. Mais beaucoup ne savent pas comment s'y rendre ni par où commencer. Au lieu de vivre chez eux avec de vraies familles et de vrais amis, ils envisagent un avenir lointain où ils pourront enfin être heureux. Ils attendent que le monde les rende heureux, et non l'inverse. Les gens disent que vous êtes assez riche quand vous arrêtez de vous soucier de l'argent. Être heureux, c'est quelque chose de similaire. Vous êtes satisfait lorsque vous vivez dans le monde réel, et non dans une gare imaginative en attendant un train vers le bonheur. Il différencie un état d'esprit de moine d'un état d'esprit de singe, où ce dernier se plaint, critique, argumente et d'autres habitudes nuisibles. Le bonheur est un effet secondaire d'une vie bien vécue, pas son but. Les moines sont l'une des personnes les plus heureuses de la planète. Leur joie est silencieuse mais constante, alors que les gens ordinaires vivent sur des montagnes russes sans fin d'émotions, de la dévastation à l'excitation. Penser en tant que moine consiste à accepter et à profiter de la vie à l'aide de pratiques et de techniques particulières comme la respiration, la méditation, la pleine conscience, etc. Vous pouvez les apprendre et les maîtriser pour vivre une vie pleine de sens et de joie. Explorez davantage ce résumé pour découvrir des instructions complètes étape par étape pour vous aider à transformer vos pensées, vos habitudes et votre mode de vie. Préparez-vous à plonger profondément dans les éléments les plus critiques d'une vie heureuse et paisible pour vous retrouver et retrouver votre but dans ce monde bruyant, dur et pourtant merveilleux. Point clé 2. Les valeurs sont une étoile polaire dans votre navigation de vie. Avez-vous déjà eu l'impression de vous perdre dans la garde-robe des masques que vous portez pour différents contextes, famille, travail, amis et réseaux sociaux? Vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez choisi un emploi, déménager dans une ville ou épouser votre conjoint. Est-ce parce que tout le monde fait ça? L'état d'esprit du singe vous oblige à accepter les normes des autres comme votre choix de vie, et au lieu de jouer un rôle principal dans votre vie, vous jouez un rôle secondaire. Les gens portent souvent une ombre uniforme et hypocrite du succès au lieu de se mettre en valeur. Trouver votre identité et briser le mur des jugements et des attentes de quelqu'un est une tâche difficile et complexe. Pourtant, c'est l'outil principal pour mener la vie que vous désirez votre vie. Mais comment déterminer où commencent vos choix authentiques? Par exemple, une personne passe des jours et des nuits au travail. Dans le même temps, quelqu'un d'autre a un horaire équilibré entre vie professionnelle et vie privée, emmène sa famille en vacances et passe du temps de qualité avec ses proches après le travail. En quoi ces personnes diffèrent-elles? La racine de votre pensée et de votre comportement réside dans vos valeurs. Vous vous formez et aiguisez-les tout au long de la vie, en empruntant un peu à votre famille, à vos amis et à vos pairs. Il peut être difficile de nommer vos valeurs à l'avance, mais vous pouvez les voir plus clairement en analysant vos décisions importantes ou reproductibles. Par exemple, buvez-vous du café chez Starbucks parce que vous aimez leur boisson ou parce que c'est grand public? Scruter vos actions vous permettra de rester derrière le volant dans tous les domaines de votre vie. De plus, le temps donne vie à vos valeurs. Vous appréciez les médias sociaux plus que vos amis si vous vérifiez vos messages lors d'une réunion avec eux. Par conséquent, estimez ce qui prend le plus de votre temps,
sans compter le sommeil, le travail et les repas. L'argent peut aussi refléter vos valeurs. Évaluez vos dépenses, sans compter les factures, le logement, la nourriture ou les dettes. Vous aurez peut-être de l'argent pour les cours ou les voyages dont vous rêviez si vous réduisez vos achats de vêtements coûteux ou si vous faites du bar. Votre attitude et votre perception sont les seules raisons de garder des valeurs destructrices. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas une demi-heure pour le yoga, mais vous pouvez la perdre à regarder quelqu'un d'autre sur Instagram. Le saviez-vous? Selon un article de Social Media Today du 4 janvier 2017, une personne moyenne passera plus de 5 ans sur les médias sociaux et 7 ans à la télévision. Point clé 3. La négativité et la peur compliquent et alourdissent votre vie. Un état d'esprit optimiste est essentiel au maintien d'une vie saine et heureuse, car le stress constant et la réflexion excessive peuvent réduire la productivité et briser votre paix. La jalousie est l'une des principales habitudes destructrices. Cela vous fait parler négativement de ceux qui ont réussi uniquement parce que vous croyez que vous ne pouvez pas faire la même chose. Juger et bavarder peut sembler inoffensif, mais vous en êtes la première victime. Par conséquent, prenez ces 3 mesures pour réduire l'énergie négative. Spot. Remarquez vos pensées et vos mots tout au long de la semaine. Vous plaignez-vous de votre santé ou de vos relations avec vos amis? Essayez de vous prendre la main dans le sac. Arrêtez. Demandez-vous pourquoi vous prononcez ces mots. Qu'est-ce que vous en retirez? Vous ne voulez pas impressionner les autres, rivaliser ou lutter lorsque vous vous concentrez sur votre chemin, alors ouvrez-le de positivité et de foi, pas de critique. Échangez. Le monde est difficile et il est difficile de rester positif à tout moment. Les lunettes teintées de rose peuvent être élégantes mais pas bénéfiques pour votre vie. Alors, ne vous découragez pas si vous remarquez que vous pensez négativement, vous pouvez transformer n'importe quel problème en avantage. Par exemple, parlez d'un problème à votre partenaire au lieu de vous plaindre à vos amis. De cette façon, vous pouvez approfondir votre connexion. N'oubliez pas que dire ce que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons, n'est pas la liberté. La vraie liberté, c'est de ne pas ressentir le besoin de dire ces choses. De Jay Shetty. La négativité vient souvent de la peur, vous vous attardez sur des pensées sombres lorsqu'elles vous serrent les côtes, ne vous permettent pas de respirer ou de dormir. Reconnaître et accepter les préoccupations est essentiel au bien-être mental. Certaines peurs apparemment simples peuvent cacher des peurs plus substantielles en dessous. Par exemple, avoir peur de l'entretien d'embauche du lendemain peut signifier que vous craignez de décevoir les autres. Étendre un filet de négativité finira par faire de vous son prisonnier. Il existe plusieurs façons de combattre vos peurs ou de desserrer leur emprise. Faites attention à votre respiration. Lorsque vous avez peur, respirez en comptant jusqu'à 4 pour calmer votre rythme cardiaque et réduire la tension émotionnelle. Évaluez vos défis précédents. Admirez votre résilience et votre force. Cela vous donnera de l'inspiration et de la confiance pour gagner dans le prochain. Analysez vos peurs en méditation. Demandez-vous ce que vous craignez. Continuez à répéter cette question jusqu'à ce que vous plongez assez profondément pour en voir l'essence. Les peurs sont un élément naturel et bénéfique de la vie de chacun, mais vous devez apprendre à les utiliser, pas à les fuir. Point clé 4. Une vie précieuse commence par un but. Déterminer vos valeurs, maîtriser vos peurs et vider votre esprit de la négativité sont les premières étapes pour vous préparer à un changement. Vous faites de la place pour de meilleures choses à venir, à savoir votre objectif. Vivre votre dharma, c'est vivre une vie de but et de passion et servir les autres. Ce terme sanskrit reflète votre nature et vos valeurs plus que votre profession ou vos réalisations. Cependant, faire de votre travail une partie de votre dharma vous fera aimer ce que vous faites et aider les autres du mieux que vous pouvez. Dans la vie moderne, tout le monde veut être quelqu'un. Ils veulent être cette personne et profiter des choses qu'ils ont plus qu'ils ne veulent faire l'expérience de leur chemin de vie. Les célébrités à succès qui s'exhibent avant la trentaine aggravent encore la situation parce que les personnes d'âge moyen qui luttent pour subvenir aux besoins de leur famille pensent le pire d'elles-mêmes, après avoir vu le prochain millionnaire de la génération Z aux informations. Cependant, suivre le succès de quelqu'un d'autre ne vous apportera pas le bonheur et la joie pour ces raisons. 1. Le succès et le bonheur sont des notions distinctes. Vous pouvez avoir les deux, un ou aucun.
2. Vivre le rêve de quelqu'un d'autre vous éloigne de vos désirs et de votre objectif. Votre bonheur réside dans votre dharma. Découvrez-le. 3. Vous voyez les réalisations des autres, mais vous ignorez leurs échecs et leurs défis. 4. Se concentrer sur les réalisations de l'autre personne diminue vos victoires. Au moment où vous commencez à vous comparer aux autres, vous perdez. Trouver votre but peut prendre du temps et des efforts. Certaines personnes doivent surmonter des obstacles, vivre des expériences et maîtriser des compétences spécifiques avant d'accomplir leur dharma. Néanmoins, comprendre ce que vous aimez est le principe fondamental à suivre. Par exemple, imaginez que vous êtes un vendeur mais que vous aimez communiquer. Ce travail peut vous aider à vivre votre objectif si vous aidez honnêtement et avec dévouement les clients et améliorer leur journée. Le dharma ne reflète pas toujours votre profession, votre statut social ou votre situation financière. C'est une mission interne de votre cœur dans le monde. Les choses deviennent plus difficiles lorsque vous avez une famille à soutenir et que vous ne pouvez pas jouer votre travail pour parcourir le monde en tant qu'autostoppeur. Beaucoup de gens doivent s'adapter à leur dharma, mais ils peuvent servir en dehors de leur profession. Ainsi, vous pouvez organiser des événements de pâtisserie ou des masterclass pour collecter de l'argent pour des œuvres caritatives si vous aimez cuisiner mais travailler dans un domaine différent. Enfin, élargissez les effets et les défis de votre dharma lorsque vous le rencontrez. Rendez votre passion plus profonde, votre objectif plus durable et votre service plus puissant. Point clé 5. Un environnement organisé permet de garder l'esprit recueilli. Il est difficile d'introduire des changements cruciaux dans votre vie lorsque vous ne pouvez pas trouver une place libre dans votre emploi du temps. Ces conseils simples amélioreront votre routine pour augmenter votre productivité et votre satisfaction. Faites de votre matinée une priorité. Réveillez-vous 1 heure avant l'heure habituelle pour faire les choses que vous aimez. Vous pouvez lire un livre ou passer de précieux moments en famille. Commencez par vous réveiller 15 minutes avant l'heure habituelle. Limitez vos choix le matin pour éviter les distractions et les pensées excessives. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pour le petit déjeuner la veille et écrire vos 3 premières tâches afin de savoir déjà quoi faire au réveil. C'est le pouvoir de l'habitude. Couchez-vous plus tôt si vous voulez vous réveiller plus tôt. Vous ne perdez rien si vous manquez cette émission de télévision, mais vous pouvez ruiner votre avenir et votre dharma si vous évitez de bien dormir. Remarquez quelque chose de nouveau chaque jour. Par exemple, faites attention aux personnes que vous voyez sur votre trajet et parlez à l'une d'entre elles. Votre vie peut parfois ressembler à un jour sans fin, mais c'est parce que votre esprit vagabonde ailleurs. Votre œil saisira beaucoup de choses nouvelles et excitantes si vous avez l'intention de les trouver. Associez votre habitude à un endroit précis. Vous avez peut-être remarqué que vous vous sentez plus à l'aise ou inspiré dans votre bureau ou dans le parc. Quel que soit cet endroit, vous pouvez y accumuler votre énergie, et elle restera même lorsque vous partirez. Mélanger différentes énergies en un seul endroit vous empêchera de vous concentrer sur l'une ou l'autre. Tout comme vous changez de vêtements avant de vous coucher, vous devriez changer votre énergie. Commencez par faire de votre chambre une zone sans gadget pour améliorer le sommeil et la détente. Utilisez le son à votre avantage. Les bruits excessifs de la circulation ou les voix des voisins peuvent rendre difficile la détente ou la concentration. Au lieu de cela, allumez de la musique, des discours éducatifs ou des sons naturels dans vos écouteurs. Tenez-vous-en à une heure particulière. Les gens sont des créatures d'habitude, alors utilisez-les pour votre bénéfice. Faites du yoga à une heure précise chaque jour au lieu de lorsque vous êtes libre, sinon, vous constaterez que vous n'êtes jamais libre. Concentrez-vous sur une chose à la fois. Sauter d'une mission à l'autre empêche votre esprit de s'immerger dans le processus. La créativité et la résolution de problèmes viennent lorsque vous vous perdez dans ce que vous faites. De petits changements font une énorme différence. Point clé 6. La gratitude est la mère de toutes les vertus. La plupart des gens reconnaissent la valeur de la gratitude car elle affecte leurs relations, leur environnement de travail et leur bien-être. Être reconnaissant pour les petites choses vous permet d'apprécier le plus grand bien que quelqu'un a fait pour vous. Essayez de le pratiquer en écrivant toutes ces choses dans votre journal. Il peut s'agir d'une tasse de café, d'un cadeau que quelqu'un vous a offert ou d'un sentiment de paix intérieure. Il peut sembler que vous n'avez pas grand-chose à remercier, mais pas si vous vous comparez à des personnes qui n'ont pas de maison ou qui luttent contre des problèmes de santé.
Des millions de personnes ne peuvent pas profiter de la vie que vous avez. Par conséquent, admirez les précieux cadeaux avec lesquels vous êtes né. Exprimez votre gratitude le matin et avant l'un des repas. Une alimentation de haute qualité, diversifiée et nutritive est une bénédiction dont tout le monde ne peut pas profiter. Moins vous passez de temps à vous concentrer sur les autres, plus vous avez de temps pour vous concentrer sur vous-même. Jay Shetty. Il est plus simple d'être reconnaissant dans vos pensées que de les exprimer, surtout si vous avez du mal à faire preuve d'ouverture et de vulnérabilité. Certaines personnes veulent paraître strictes et acceptent rarement la gratitude correctement. Par exemple, vos parents peuvent ne pas aimer les expressions émotionnelles de gratitude comme les câlins, les baisers et la joie excessive. Parfois, vous devez apprendre à remercier les autres de la manière dont ils veulent être remerciés. Vous pouvez leur écrire une lettre de gratitude s'ils ne sont pas si sensibles ou si vous craignez de briser la distance. Lorsque vous exprimez de la gratitude, les gens vous rendent l'appareil. De plus, vos blessures et vos frustrations semblent moindres lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez et donné au lieu de ce qui vous manque. Par exemple, imaginez que vos douleurs et vos ennuis sont le sel. Le renverser dans un verre d'eau vous fera sentir son goût. Cependant, que se passe-t-il si vous le mettez dans le lac? Vous ne sentirez pas le goût du sel si vous buvez cette eau. La morale est la suivante. Les difficultés et l'anxiété ne vous affecteront pas si votre conscience et votre esprit sont aussi grands qu'un lac. Commencer votre journée avec de la gratitude au lieu d'un téléphone vous permet de créer une atmosphère optimiste et heureuse. Ainsi, pratiquez la gratitude dans vos pensées, vos paroles et vos actes et faites du service une partie de votre gratitude active, car il vous éclairera et vous donnera un sentiment d'estime de soi. Après tout, le service est le but ultime de la vie. Point clé 7. La confiance est le fondement des relations et de l'amitié. L'amour est un thème central dans la plupart des films et des livres. Cependant, il ne se limite jamais aux relations amoureuses. Vous pouvez donner et recevoir de l'amour de votre partenaire, de vos parents, de vos enfants, de vos amis et même d'inconnus. Cependant, il nécessite un travail et une attention constants. Si vous arrêtez de parler anglais, vous risquez d'oublier des mots. Si vous cessez d'exprimer et de faire grandir votre amour, vous pouvez cesser de le ressentir. L'amour est un processus, pas un accomplissement. L'amour est sans limite, mais que se passe-t-il si vous aimez une personne indigne et qu'elle vous manipule ou vous blesse? C'est là que vous devez écouter votre outil de défense. La confiance. Le problème se pose lorsque les gens développent les mauvais types de confiance avec les gens. Par exemple, vous pouvez souvent vous sentir déçu et avoir le cœur brisé si vous croyez quelqu'un et qu'il vous laisse tomber. Ainsi, avant de laisser vos émotions ou vos sentiments devenir incontrôlables, vérifiez ces étapes cruciales de la confiance. Neutre. C'est la confiance que vous avez en un étranger qui vous dirige vers votre destination dans une ville inconnue. Vous croyez qu'ils disent la vérité, et finalement, vous trouverez ce dont vous avez besoin. D'un autre côté, vous ne leur faites pas assez confiance pour leur donner votre portefeuille. Parfois, les gens confondent la confiance avec l'affection ou le goût. Néanmoins, l'apparence, le charisme, la compétence ou le statut ne peuvent pas garantir qu'une personne ne ment pas ou ne vous utilise pas à ses fins. La confiance contractuelle fonctionne avec des événements à court terme, des offres et des faveurs. Par exemple, vous pouvez faire confiance à votre collègue pour aller à un match de football ensemble, mais vous ne pouvez pas lui faire confiance avec le mot de passe de votre compte bancaire. La confiance mutuelle est plus subtile et invisible. La plupart des relations et des amitiés reposent sur la confiance mutuelle. Parfois, c'est le point le plus éloigné que les relations peuvent atteindre, car les gens ressentent de la jalousie et craignent que la personne puisse les trahir. Pur. Cette dernière étape de la confiance demande du temps et des efforts. Cela signifie que vous comptez sur votre partenaire ou votre ami quoi qu'il arrive et que vous êtes sûr qu'il vous soutiendra même si quelque chose se produit. Vous devez gagner la confiance, et non la prendre pour acquise. La confiance est une question très délicate. Vous pouvez aimer une personne après une trahison mais ne plus lui faire confiance. Ainsi, faites attention à la confiance que vous accordez aux autres et que les autres vous donnent. Enfin, renforcez-le en tenant vos promesses, en soutenant les autres, en étant honnête et en soutenant toujours votre proche. Conclusion. Personne n'est parfait. S'attendre à ce que vous,
le monde ou les autres soyez idéaux signifie ne jamais être satisfait de ce que vous avez ou de qui vous êtes. De plus, des attentes irréalistes vous éloignent d'un vous authentique. Par conséquent, concentrez-vous sur vos désirs et vos décisions pour améliorer la qualité de votre vie. L'outil principal avec lequel vous devez commencer est de sélectionner vos valeurs et d'accepter vos peurs. La méditation est un excellent outil pour vous faciliter dans le processus de conscience de soi. Concentrez-vous sur votre respiration et renvoyez doucement vos pensées lorsqu'elles vous distraient de votre concentration. Ensuite, vous devez vous lancer à la recherche de votre dharma. Que aimez-vous faire? Peut-il rendre service aux autres? Ces deux questions peuvent déterminer votre carrière et votre chemin de vie pour le reste de votre vie. Alors, n'hésitez pas et ne laissez pas les pensées négatives vous envahir. Protégez votre dharma, et il vous protégera. Après tout, c'est la seule façon de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Enfin, organisez votre espace et votre temps, et pratiquez la gratitude dès le matin. Cela vous aidera à traverser les moments les plus difficiles et vous aidera à voir les choses sous un angle différent. Cela peut également vous aider à approfondir vos liens avec d'autres personnes. La gratitude est un élément crucial de la confiance. Lorsque vous exprimez votre gratitude à vos proches, ils s'ouvriront davantage à vous et se sentiront appréciés et aimés. Essayez ceci. Apprenez une nouvelle habitude ou compétence chaque mois. Par exemple, consacrez ce mois à la gratitude et commencez à la pratiquer en rédigeant un journal de gratitude et en exprimant vos remerciements à vos proches avec vos mots, vos cadeaux et votre attention. Finalement, ces habitudes peuvent faire partie de votre attitude, de votre comportement et de votre vie. Livre 4. La semaine de 4 heures. De Tim Ferriss. Travailler moins, gagner plus et vivre selon ses propres règles? Oui, c'est possible. Tim Ferriss nous explique comment optimiser son temps, automatiser ses revenus et libérer son emploi du temps pour se consacrer à ce qui compte vraiment. Découvrez des moyens de créer plus de richesse. Obtenez un style de vie qui vous permettrait de gagner plus, de travailler moins et d'avoir le temps de faire les choses qui comptent pour vous. Vous apprendrez comment contourner certaines règles. Façon de se libérer de la peur. À propos de l'élimination et de la productivité. Comment mettre votre travail en pilote automatique. Point clé 1. Au-delà de la nature et des règles gouvernementales. Voici le cycle de vie d'un être humain typique. Aller à l'école, étudier dur, trouver un bon emploi et fonder une famille, continuer à travailler, épargner pour la retraite, puis attendre de mourir. Il n'y a rien de mal à cet arrangement si vous l'aimez. Mais beaucoup de gens se désintéressent quelques années après le début de leur carrière. Ils ont l'impression que le travail leur aspire la vie. Ils ont rarement le temps de s'occuper de leurs amis, de leur famille ou d'activités amusantes. Ils sont bloqués. En dehors de la science et du droit, toutes les règles peuvent être contournées ou enfreintes, et il n'est pas nécessaire d'être contraire à l'éthique. Tim Ferriss. Beaucoup de gens désirent s'évader de la prison de 9 à 5, mais seuls quelques-uns y parviennent et tout se résume à la peur de l'inconnu. Qui voudrait perdre son emploi s'il n'y a pas d'espoir tangible d'obtenir quelque chose de mieux sur l'échelle du temps et de la liberté? Le monde sera plus heureux si les gens trouvent le courage de poursuivre leur véritable passion. Si vous désirez vraiment la liberté de vivre le style de vie que vous méritez, alors Timothy Ferriss peut vous montrer comment. La semaine de travail de 4 heures est un style de vie qu'un entrepreneur et podcasteur millionnaire a créé pour sa vie personnelle et a commencé à enseigner aux autres une fois qu'il a testé avec succès l'efficacité de sa nouvelle approche de la vie. D'innombrables personnes dans le monde ont réalisé le style de vie de leur choix simplement en comprenant et en mettant en œuvre les stratégies décrites ici. Vous êtes sur le point de rejoindre ce nombre. Point clé 2. Le style de vie que vous souhaitez est au-delà de vos peurs. Timothy Ferriss avait autrefois une entreprise qui lui faisait perdre son temps. C'était gratifiant financièrement, mais il devait travailler 15 heures par jour. Ce mode de vie était un défi important pour lui à l'époque car il voulait la liberté. Après avoir réfléchi pendant un certain temps, Ferriss a réalisé que prendre un an de vacances en Europe l'aiderait à se rafraîchir la tête. Mais, comme on pouvait s'y attendre, la peur de perdre son entreprise s'est installée. Pour cette raison, il a repoussé l'idée de prendre des vacances d'1 an.
Il a continué à s'épuiser à travailler sur son entreprise, même s'il ne l'aimait pas. Mais un jour, l'ampoule s'est allumée. Quel serait le pire scénario s'il prenait des vacances, contre vent et marée? Beaucoup de choses peuvent mal tourner, son entreprise peut s'effondrer, il peut faire faillite dans un pays étranger, ou des choses encore plus sinistres peuvent se produire. Timothy Ferriss a noté tout cela. Il a alors profondément réfléchi aux stratégies de survie possibles. Il s'est rendu compte qu'il pouvait gagner sa vie en dehors de son entreprise. Les choses seraient difficiles au début, mais il pourrait accepter un emploi subalterne et réduire les luxes tels que manger au restaurant. Pas trop mal. Il a donc fait le voyage. Ses vacances ont duré 15 mois, et étonnamment, son entreprise a prospéré davantage en son absence. La morale de l'histoire, vos peurs ne sont pas toujours aussi mauvaises qu'elles en ont l'air. Pour vivre un style de vie riche, vous devez maîtriser l'art de surmonter vos peurs. La peur de l'inconnu vous empêche-t-elle de changer significativement votre vie et votre carrière? Voulez-vous changer? Si oui, prenez un stylo et du papier, et notez tous les pires scénarios possibles et les choses que vous pouvez faire pour les surmonter. Cela vous aidera à créer une image claire pour vous, et vous verrez que vous pouvez faire face à n'importe quel résultat possible. Il n'y a pas de différence entre un pessimiste qui dit « Oh, c'est sans espoir, alors ne vous embêtez pas à faire quoi que ce soit », et un optimiste qui dit « Ne vous embêtez pas à faire quoi que ce soit, ça va bien se passer de toute façon. » Quoi qu'il en soit, rien ne se passe. Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia. Point clé 3. L'élimination est la clé de la productivité. Oubliez tout ce qui a trait à la gestion du temps. C'est probablement le pire conseil de productivité que vous ayez reçu, mais l'idée de la gestion du temps, faire plus en moins de temps, a occupé de nombreuses personnes sans vraiment bouger. Votre journée peut être remplie de tâches sans importance qui vous maintiennent engagé, mais cela ne signifie pas que vous êtes productif. La productivité n'est pas toujours une question d'occupation. Pour être productif, vous devez être occupé à faire ce qui est nécessaire. Ne vous perdez pas trop dans le temps consacré à l'activité et ne parvenez pas à accomplir les choses les plus importantes à la fin de la journée. En tant que nouveau riche en herbe, vous devriez être plus préoccupé par l'efficacité que par l'efficience. Il y a un monde de différence entre les deux. L'efficacité, c'est être occupé à faire des choses qui ne contribuent pas nécessairement à votre grand objectif, mais lorsque vous êtes efficace, chaque tâche que vous accomplissez vous rapproche de votre objectif principal. Par exemple, vous pouvez être occupé à répondre à des emails pendant 3 heures alors que vous pourriez externaliser cette tâche à moindre coût et vous concentrer sur des activités plus importantes qui vous mèneront à votre objectif final. Répondre aux emails fait peut-être partie de votre description de poste, mais y consacrer des heures ne vous rend pas plus efficace. Où que vous soyez, la productivité est essentielle si l'objectif est la NR. Vous pouvez intégrer 2 lois dans votre vie pour augmenter votre productivité personnelle et professionnelle, la loi 80-20 et la loi de Parkinson. Commençons par le premier. La loi ou le principe 80-20 stipule qu'environ 20% des activités représentent 80% des résultats que nous obtenons. Pour être plus pratique, en tant qu'employé, environ 20% de votre temps est consacré à 80% de votre travail de bureau. Aucun employé n'est productif 8 heures par jour. Une bonne partie de cette journée de travail est remplie de tâches sans importance. La loi de Parkinson stipule qu'une tâche s'étend pour remplir tout le temps donné pour la terminer. Cela signifie que nous pouvons déguiser même les tâches les plus simples en tâches complexes pour prouver qu'elles prennent beaucoup de temps. Le saviez-vous? Les distractions au travail prennent plus de temps que vous ne le pensez. Essayez de rester à l'écart des distractions et voyez à quelle vitesse vous pouvez accomplir vos tâches quotidiennes. Point clé 4. Travaillez intelligemment, pas dur. L'externalisation est l'élément vital des nouveaux riches. N'oubliez pas que l'objectif est d'être en charge de votre vie et d'avoir d'autres personnes qui travaillent pour vous pendant que vous vous concentrez sur les activités qui comptent le plus. Et comme nous l'avons répété d'innombrables fois, tout le monde peut le faire. Peu importe que vous soyez un entrepreneur, un employé ou un étudiant. L'externalisation offre plusieurs avantages aux entreprises, notamment des économies de coûts, une efficacité accrue et l'accès à des compétences et à une expertise spécialisée. Les entreprises peuvent se concentrer sur leurs compétences de base et leurs objectifs stratégiques en externalisant des fonctions non essentielles telles que le support informatique ou la comptabilité.
L'externalisation permet également aux entreprises d'étendre leurs opérations rapidement et facilement sans investissement en capital important. De plus, l'externalisation peut donner accès à un vivier mondial de talents, ce qui permet aux entreprises d'exploiter des compétences et des connaissances spécialisées qui ne sont peut-être pas disponibles en interne. Chaque tâche doit être bien définie avant de déléguer. Vous avez deux options lors de l'externalisation. Vous pouvez utiliser un assistant virtuel local ou distant. Ferris recommande d'utiliser des AV à distance depuis des pays en développement comme l'Inde, car le service coûte moins cher. En raison du décalage horaire entre les deux pays, vous pourriez dormir pendant que votre assistant virtuel travaille pour vous. Disons donc que vous avez une présentation à faire le lendemain matin. Tout ce que vous avez à faire est de contacter votre VA suffisamment tôt et de lui donner des instructions claires et une date limite avec laquelle vous pouvez tous les deux travailler. Gardez à l'esprit la loi de Parkinson lorsque vous faites cela. Il est essentiel de fournir les directives les plus détaillées possibles. N'oubliez pas que les gens ne peuvent pas lire dans les pensées et que vous devez parler de tous les éléments du travail que vous déléguez pour obtenir le meilleur résultat. Si tout se passe bien, vous vous réveillerez avec votre présentation qui vous attend dans votre boîte de réception. N'est-ce pas génial ? Il est recommandé de ne pas embaucher un assistant virtuel inexpérimenté ou unique pour éviter toute déception. Travailler avec une organisation VA jouissant d'une bonne réputation vous évitera tout le stress de trouver un excellent VA. Les organisations VA les plus courantes fournissant des services à distance sont Your Man in India, YMI, et Brickwork, basées en Inde. Déléguer votre travail vous donnera plus de liberté pour poursuivre des tâches qui exigent votre attention. Par exemple, vous avez peut-être voulu développer votre entreprise pendant un certain temps, mais vous n'avez jamais eu le temps de le faire. En demandant de l'aide à d'autres personnes, vous améliorerez votre efficacité. D'autres personnes peuvent également vous donner une perspective importante qui pourrait vous donner de nouvelles idées d'affaires. Les collaborations sont cruciales pour les entreprises, aucun homme n'est une île, et il est naturel de demander de l'aide de temps en temps. Point clé 5. Mettez vos revenus en pilote automatique. Voici la pièce que vous attendiez. Le secret de tous les NR est de construire une entreprise autour d'une passion et de garder tous les processus simples et automatisés, afin qu'ils puissent profiter d'autre chose. L'objectif n'est pas d'affaires, mais de s'amuser. Le moyen le plus simple de se lancer en affaires et de gagner beaucoup d'argent est de trouver un produit que vous pouvez vendre à un marché cible particulier. Vous ne voulez pas passer trop de temps à faire des recherches sur un produit ou son marché, alors trouvez un créneau que vous connaissez déjà bien. Examinez vos expériences passées ou actuelles et localisez un problème que votre produit peut résoudre. Lorsque Ferris a créé BrainQICKEN, son marché cible était les étudiants et les athlètes. Créer quelque chose qu'ils aimeraient était facile parce qu'il était étudiant et athlète. Maintenant, ne laissez pas le mot « créer » vous effrayer. Les médias l'ont embelli, mais comme vous le verrez assez tôt, il est facile de créer des produits que les gens adoreront. Et au cas où l'idée de la création de produits ne vous fascine pas, il existe deux autres façons remarquables d'obtenir un produit pour votre marché cible. Mais avant d'entrer dans ces deux voies différentes, martelons la création de produits. Après avoir choisi un marché cible et déterminé ses problèmes, l'étape suivante consiste à créer un produit pour répondre à ce besoin. Si vous avez un produit exigeant en tête, vous pouvez tirer parti de l'étiquetage privé. Il suffit de contacter des experts dans le domaine pour fabriquer le produit adapté à votre marché cible, puis d'y apposer votre étiquette unique. Une autre option consiste à créer des produits d'information. Les deux autres façons d'obtenir un produit sont la revente et l'octroi de licence. Revendre un produit est simple en fait, c'est le moyen le plus simple d'obtenir un produit, mais la marge bénéficiaire ne sera pas toujours importante car il y a généralement beaucoup d'autres personnes qui revendent le même produit, et probablement à des prix inférieurs. Mais la revente est un excellent point de départ. Si cela vous intéresse, il n'y a qu'une seule étape essentielle. Contactez le fabricant, négociez le prix de gros, et vous êtes en affaires. Point clé 6. Transformez les rêves lointains en réalité quotidienne. Si vous avez suivi toutes les étapes ci-dessus, en particulier si vous avez commencé à externaliser et que l'entreprise secondaire que vous avez créée avec votre temps libre commence à rapporter de l'argent, vous êtes proche du point où il est possible de quitter votre emploi.
Mais d'abord, vous voudrez négocier des conditions de travail à distance pour tester la liberté dans votre style de vie tout en continuant à gagner de l'argent grâce à votre emploi. Vous aurez besoin de travail à distance, surtout si votre entreprise n'a pas encore répondu confortablement à vos besoins financiers. Être super productif facilitera la négociation du travail à distance. Pourtant, vous aurez besoin de quelque chose de plus que de la productivité pour ce faire. Vous aurez besoin d'une stratégie, car ce n'est pas toujours une promenade de santé que de convaincre la direction de vous permettre de travailler de n'importe où dans le monde. La direction de votre entreprise doit voir comment le travail à domicile contribuera davantage à l'organisation que le travail au bureau. Et votre stratégie doit le leur montrer. Imaginons une personne qui veut une semaine de travail de 4 heures et qui doit convaincre son patron que c'est une bonne idée. Supposons qu'il s'appelle Sherwood. En raison de son plan de négocier le travail à distance, Sherwood a commencé à s'efforcer d'augmenter sa productivité, et par conséquent, sa valeur pour l'entreprise. De plus, il s'est assuré que l'entreprise investissait en lui, il serait donc difficile pour eux de le laisser partir. Ensuite, il s'est déclaré malade pendant 2 jours. Sherwood avait l'habitude de faire son travail de bureau à distance. Il s'est assuré d'être plus performant qu'il ne le faisait habituellement au bureau. Il a repris au bout de 2 jours et était prêt à négocier le travail à distance. Lorsque vous êtes efficace sur le lieu de travail, vous avez de bonnes chances de négocier de meilleures conditions de travail. Il a commencé par demander 2 jours de travail à distance le lundi et le mardi. Il a utilisé cette approche parce qu'il est beaucoup plus facile pour son patron d'accepter 2 jours de travail à distance que les 5 jours à la fois. Le résultat ? Sherwood a fait de son mieux pour impressionner son patron, a tiré parti de sa super performance pour négocier 4 jours de travail à distance, puis a terminé le travail à distance, c'est-à-dire 5 jours par semaine. Il n'est désormais tenu d'assister à l'organisation que lors de réunions cruciales. Vous pouvez également appliquer cette stratégie. Les choses les plus importantes sont votre capacité à faire preuve d'une grande compétence et d'une grande fiabilité. Conclusion. Vous n'avez plus à sacrifier votre vie pour un emploi ou une entreprise, en oubliant que le travail n'est qu'un moyen de vivre et non le but lui-même. Toutes les stratégies décrites ici visent une seule chose, vous aider à travailler pour vivre, pas seulement à travailler pour le travail. Commencez votre voyage dans le monde des possibilités et des aventures en décidant que vous méritez une vie meilleure, la richesse et la liberté. Ensuite, éliminez tout le désordre qui vous empêchera de rejoindre la Ligue New Rich, NR. Après cela, automatisez votre travail et vos revenus en externalisant le travail excédentaire qui ne peut pas être éliminé et en démarrant une activité secondaire rentable. Selon votre situation unique et vos préférences personnelles, l'atteinte de l'équilibre de la semaine de travail de 4 heures peut prendre un certain temps. Cependant, vous accélérerez vos progrès si vous commencez à faire des petits pas et à prendre cela au sérieux. Vous devriez aimer travailler. Vous passez la majeure partie de votre vie au travail, alors faites quelque chose que vous aimez. N'attendez pas d'avoir atteint votre objectif financier et d'avoir atteint un équilibre idéal entre votre travail et votre vie personnelle avant de profiter du travail et de célébrer les étapes importantes. Contrairement à la croyance populaire, atteindre vos objectifs n'apportera pas le bonheur. Apprendre à apprécier le processus vous remplira de joie et de motivation. Alors, commencez maintenant. Appropriez-vous votre voyage. Célébrez vos progrès. Essayez ceci. Décidez des 20% de tâches de bureau qui représentent 80% des résultats que vous produisez en tant qu'employé ou propriétaire d'entreprise. Externalisez les petites tâches qui ne représentent pas grand-chose, puis concentrez votre énergie sur les 20% les plus performants. Livre 5. Comment se faire des amis. De Dale Carnegie. Un classique de l'influence et de la communication. Vous y découvrirez les clés pour créer des relations sincères et durables, influencer positivement les autres et développer un réseau puissant. Maîtrisez les compétences de la communication classique de l'ère numérique. Naviguez sur les médias sociaux avec empathie et influence. Vous apprendrez pourquoi les sourires sont votre poignée de main numérique. L'art d'écouter au-delà de l'écran. Comment admettre ses erreurs dans un tweet. Transformer les ennemis numériques en alliés. Point clé 1. Croyez-le ou non, 1936 est toujours d'actualité aujourd'hui, avec beaucoup à apprendre. En effet,
Un livre écrit il y a plus de 80 ans n'a aucune pertinence à l'époque moderne? Nos vies ont sûrement évolué. Nous sommes sûrement beaucoup plus tournés vers le numérique qu'à l'époque? Eh bien, oui, mais indépendamment des progrès technologiques, il semble que l'esprit humain soit toujours coincé dans les années 30 à bien des égards. Dale Carnegie a fait preuve de bon sens, et il a dit la vérité. Traiter avec les gens est probablement le plus gros problème auquel vous êtes confrontés. C'est vrai encore aujourd'hui. En comprenant l'art de la communication d'une manière qui va bien au-delà de la simple prononciation de mots, vous créerez des opportunités pour un énorme succès tout au long de votre vie. Apprendre à traiter avec les gens de la bonne manière ouvrira votre potentiel futur dans la vie, les affaires et les relations. Votre objectif est d'apprendre à communiquer de la bonne manière, de vous connecter avec les gens au plus profond d'eux-mêmes et d'utiliser tout cela conformément aux méthodes numériques. De nos jours, les enjeux sont probablement plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Les méthodes numériques signifient que nous pouvons facilement faire une erreur, et qu'elle est communiquée dans le monde entier de manière virale, en quelques secondes. Les entreprises, les relations, les amitiés, les connexions peuvent toutes être rompues d'une simple pression sur un bouton « Envoyer ». En écoutant les paroles que Dale Carnegie nous a transmises, vous verrez que 1936 est toujours très pertinent, même aujourd'hui. Le saviez-vous? How to Win Friends et Influence People a figuré dans le top 100 des livres les plus influents du Time Magazine en 2011, se classant au 19e rang. Point clé 2. Faites attention à ce que vous tapez et à ce que vous dites. Les médias sociaux sont une bénédiction à bien des égards, mais une malédiction dans tant d'autres. Ils vous rapprochent de plus de personnes que vous n'auriez jamais pu l'imaginer, mais vous éloignent de ceux qui sont assis juste à côté de vous. Cela peut également être décisif en termes d'affaires et de relations. Prenons l'exemple de Ryan Babel, le footballeur néerlandais. Se sentant plutôt agacé après la défaite de son équipe, Liverpool, contre Manchester United, il s'est rendu sur son compte Twitter pour exprimer ses frustrations, dénonçant la capacité de l'arbitre. Le résultat? Il a été condamné à une amende d'environ 16 000 $. Nous devons faire plus attention à ce que nous publions sur les réseaux sociaux. Un mauvais message peut revenir vous mordre à l'avenir. Nous devons être beaucoup plus prudents que jamais dans ce que nous disons. Nous vivons une période délicate, après tout. Le Huffington Post a constaté que de nombreuses personnes avaient été licenciées en raison de ce qu'elles avaient publié sur leurs comptes de médias sociaux. Cette facilité à se défouler numériquement signifie que nous critiquons plus que nous ne péchons par excès de gentillesse. Nous pouvons facilement montrer nos frustrations ou nos opinions aux autres en appuyant sur un bouton. Le saviez-vous? 500 millions de tweets sont envoyés chaque jour. Combien d'entre eux sont bien pensés? Point clé 3. Parlez-vous mal? Il est temps de s'arrêter et de garder votre calme. Si Ryan Babel était resté discret sur son compte Twitter et s'était défoulé auprès de ses amis, il aurait gardé 16 000 $ sur son compte bancaire. S'il lui avait donné 5 minutes pour se calmer, les économies resteraient. Nous devrions changer l'orientation de nos médias sociaux d'agressifs et critiques à positifs et encourageants. Demandez-vous pourquoi vous devez publier ce que vous envisagez de publier, le faites-vous parce que vous avez un problème avec quelqu'un? Est-ce la meilleure façon de le résoudre? Avant de publier sur les réseaux sociaux, réfléchissez à votre motivation derrière cette publication. Le président Lincoln aurait bien fait à l'ère numérique parce qu'il était un expert en communication humaine. Il a pris le temps de se calmer avant de parler, et il savait quand parler et quand garder le silence. Il pesait soigneusement chaque mot qu'il disait. Le président Lincoln connaissait les humains, et il savait comment tirer le meilleur parti des gens par les mots qu'il disait. Les personnes dont vous parlez du mal pourraient être des personnes avec lesquelles vous devez travailler à l'avenir, réfléchissez bien avant de parler. N'oubliez pas que si tout ce que vous faites est de critiquer et de vous défouler sur vos comptes de médias sociaux, vous allez rapidement perdre des abonnés, tant dans le monde personnel que dans le monde des affaires. Point clé 4. Faites l'impression ultime en montrant que vous vous souciez d'eux. La gentillesse gagne toujours, et la meilleure façon de se faire des amis et d'influencer les autres est de faire preuve d'empathie humaine au cœur de ce que vous faites. Dale Carnegie met en lumière l'exemple d'un berger chargé de garder 100 moutons. Un soir, il rassemble les moutons et en trouve 99 en place et un disparu.
Plutôt que de prier et d'espérer que les brebis reviendront saines et sauves, il place les autres brebis dans leur enclos et part à la recherche de cette seule brebis. En termes humains, cela montre à ceux qui vous entourent et à ceux avec qui vous travaillez que vous vous souciez d'eux, personne n'est laissé pour compte. La gentillesse ne coûte rien, et c'est de loin le meilleur moyen de montrer aux gens que vous vous souciez d'eux. Lorsque vous faites cela, ils vous récompensent par leur fidélité. Montrez aux gens qu'ils ont de la valeur pour vous améliorer les relations au-delà de toute mesure. Nous avons souvent du mal à affirmer les points positifs chez les autres, il est généralement plus facile de mettre en évidence les points négatifs, mais en faisant cela, vous montrez aux gens que vous remarquez leurs bons points. Il y a une véritable différence entre faire cela et flatter sans raison. Au cœur de tout cela se trouve une réelle préoccupation pour les autres. Recherchez les points positifs chez les autres, plutôt que de vous concentrer sur les aspects négatifs. L'ère numérique nous a rendus obsédés par la célébrité et les choses matérielles, mais prendre le temps de revenir à l'essentiel et de garder les choses à un niveau humain est d'une importance vitale. Devenez significatif dans vos interactions, et le chemin vers le succès dans n'importe quelle entreprise est plus simple et beaucoup plus durable. Dale Carnegie. Point clé 5. Connectez-vous à un niveau plus profond en inversant les rôles. Se connecter avec le désir intérieur authentique d'une personne est le meilleur moyen d'influencer son comportement, en particulier dans les affaires. Apple l'a montré lorsqu'ils ont lancé un type d'ordinateur différent de la norme, en 2002. Cela a été considéré comme un risque par beaucoup, mais Steve Jobs avait écouté les mots de notre auteur. Il s'est rendu compte que si vous voulez influencer quelqu'un à faire quelque chose, vous devez vous connecter avec lui à un niveau de base, par exemple, son désir intérieur. Jobs s'est rendu compte que les gens voulaient ce nouveau style d'ordinateur créatif, alors il leur a donné ce qu'ils voulaient, et les ventes ont afflué. Identifiez ce que les gens veulent à un niveau plus profond pour se connecter. Pour ce faire, vous devez vous mettre à la place d'une autre personne. Vous devez penser comme eux et explorer ce qu'ils veulent. De plus, vous devez leur donner ce qu'ils veulent et vous assurer que c'est bénéfique pour vous. Dans l'exemple d'Apple, tout le monde a gagné, les gens ont obtenu le produit qu'ils désiraient, et Apple a fait fortune. Bien sûr, tout ce que vous faites doit provenir d'actions et de désirs réels. Vous pouvez créer une impression solide et puissante en vous intéressant aux goûts et aux aversions des autres. Par exemple, nous savons que les chiens sont les meilleurs amis de l'homme. Un chien s'intéresse à vous à 100%. Ils vous attendront près de la porte, ils ne vous laisseront jamais tomber ou ne vous feront jamais sentir mal. Pour ce qui est de s'intéresser à ce que sont les autres et à ce qu'ils aiment, vous devez agir comme un chien. Soyez authentique dans toutes vos interactions, les gens peuvent voir à travers un faux acte. Il s'agit aussi d'une véritable convivialité en termes de sourire et de se souvenir des noms de ceux que vous rencontrez. Ce sont des choses basiques, mais il est surprenant de voir à quelle vitesse elles sont oubliées. Les sourires sont puissants, ils augmentent les liens et la confiance et créent l'impression de quelqu'un d'accessible et de gentil. Il n'est pas surprenant que les vidéos les plus vues sur YouTube concernent des gens qui sourient, c'est contagieux et cela permet aux gens de savoir que vous voulez leur parler, que vous êtes authentique, et par conséquent, qu'ils voudront vous parler. Un sourire, a dit un jour, ne coûte rien mais donne beaucoup. Elle enrichit ceux qui reçoivent, sans appauvrir ceux qui donnent. Dale Carnegie. La convivialité, c'est aussi l'écoute. Savez-vous écouter? Peu de gens le font. En affaires, l'écoute est vitale. Carnegie donne l'exemple d'une personne qui avait une plainte à déposer auprès de United Airlines. Il a été transmis d'une personne à l'autre chaque fois qu'il les appelait, et à la fin, il a écrit une chanson qui est devenue virale sur YouTube en 2009. Les actions de United Airlines ont chuté en conséquence. Il est essentiel d'être à l'écoute de ceux qui vous entourent, en particulier de vos clients. L'écoute ne consiste pas seulement à entendre des mots, il s'agit de vraiment se mettre à l'écoute de l'autre personne. La plupart d'entre nous n'écoutent pas, la plupart d'entre nous ne parlent même plus à d'autres personnes. L'American Sociological Review a conclu que par rapport à il y a 20 ans, les gens sont plus isolés socialement que jamais. Point clé 6. Qu'est-ce qui compte pour les autres? Soyez vraiment intéressés et connectez-vous plus rapidement. Pour entrer en contact avec les gens, nous devons savoir ce qui compte pour eux et utiliser cette information à bon escient. Nous parlons souvent de ce que nous aimons, de ce que nous avons fait, de ce que nous ressentons,
mais nous ne parlons pas de ce que l'autre personne aime, ressent ou veut. La plupart des gens n'écoutent pas s'il ne s'agit pas d'eux. Si vous voulez faire bonne impression, vous devez exploiter ces informations et les utiliser pour communiquer plus efficacement. En termes de marketing, c'est vital. Tournez votre attention vers l'autre personne et ne vous concentrez pas sur vous-même. C'est peut-être la raison pour laquelle tant de gens n'ont plus de vrais amis. On pourrait dire que c'est parce que nous sommes tous trop préoccupés par le nombre d'abonnés que nous avons sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi à propos du fait qu'il faut risquer d'être vulnérable pour avoir une véritable amitié. Il peut être difficile d'être assez courageux pour s'ouvrir, mais si vous voulez développer des liens authentiques et honnêtes, vous devez apprendre à être vulnérable. Personne n'aime admettre qu'il a tort, la plupart d'entre nous préféreraient en discuter et prouver un point plutôt que de dire « Eh, j'ai tort ». Pour établir une quelconque confiance, il est essentiel d'être capable d'être assez grand pour admettre que vous avez tort, tout comme d'éviter les disputes en premier lieu. Plutôt que d'avoir à vous excuser ou à éviter le problème, apprenez à éviter les disputes dès le départ. Les disputes mènent à des impasses, c'est une perte de temps. Tout ce que vous essayez de faire, c'est de prouver un point et de leur faire voir que vous avez raison, ce qui se termine généralement par la conclusion que vous avez tort. Il est de loin préférable d'aborder le conflit avec un esprit ouvert et de le voir comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. C'est aussi un gros problème de dire à quelqu'un qu'il a tort ne le faites pas. Le grand Mahatma Gandhi a dit un jour, l'amitié qui insiste sur l'accord de toutes les parties ne vaut pas ce nom. Nous ne serons jamais d'accord à 100% du temps, mais nous devons faire des compromis et voir le côté de l'autre personne pour avancer et grandir. En voyant tous les côtés, vous créez des opportunités de collaboration, et qui sait quelles idées créatives pourraient en découler. Pour quitter la route de l'échec continu, une personne doit d'abord prononcer les 3 mots les plus difficiles à dire, « J'avais tort ». Dale Carnegie. L'autre côté de cela est la capacité d'admettre quand vous avez tort et de le faire rapidement. Prenons l'exemple de Tiger Woods. Le tristement célèbre accident de voiture de Thanksgiving a coûté à Woods beaucoup de temps, de dommages et de chagrin. Il aurait pu éviter cela en présentant des excuses rapidement et publiquement. Nous avons la capacité parfaite de diffuser que nous avons tort via les médias sociaux, mais le faisons-nous? Rarement. Être capable d'admettre vos erreurs fait de vous une personne plus forte et gagne instantanément la confiance des autres. Avoir le courage de vous excuser vous aide à vous connecter avec d'autres personnes parce qu'elles verront que vous êtes authentique. Point clé 7. Désarmer les gens avec une approche positive. Nous avons parlé d'être amical, mais lorsque vous combinez cela avec de la positivité, les résultats sont doublés. Nous reflétons ce que nous vivons, donc si quelqu'un est désinvolte avec nous, nous allons probablement réagir de la même manière désinvolte. Cependant, si quelqu'un est amical et joyeux avec nous, nous sommes plus susceptibles d'être les mêmes. Il s'agit d'un excellent outil pour aider à établir la confiance et à influencer ceux qui vous entourent. Si vous voulez gagner la confiance, l'amitié et les connexions, vous devez commencer par l'essentiel, la convivialité. Les gens préfèrent être entourés de positivité, alors laissez tomber la négativité et apprenez à voir le bon côté des choses. L'ère numérique a également rendu beaucoup plus facile la création d'affinités avec les autres. Vous avez un point de départ qui aurait été beaucoup plus difficile à déterminer avant l'aube de l'ère numérique. La clé est de l'utiliser au mieux de vos capacités, de manière positive et proactive. Connectez-vous avec des personnes partageant les mêmes idées sur Facebook en rejoignant l'un des nombreux groupes basés sur différents intérêts. Vous avez déjà reçu l'approbation, maintenant, vous pouvez utiliser ce point de départ pour développer votre influence et votre confiance. Vous obtiendrez d'autres oui si vous commencez par un oui. Supposons que vous vouliez influencer d'autres personnes et améliorer les relations et les connexions, vous devez réaliser que vous ne pouvez pas tout faire à votre façon. Vous devez reconnaître le rôle des autres dans votre succès et être heureux de partager le crédit ou même de le transmettre complètement. Les relations fonctionnent dans les deux sens, il faut donner pour recevoir et vice-versa. Dale Carnegie donne l'exemple d'un étudiant en formation en Australie qui possédait autrefois une entreprise de vente au détail informatique avec son partenaire commercial. L'entreprise a échoué parce qu'il n'a pas permis à son partenaire commercial de partager le crédit, le rabaissant constamment et refusant ses idées. Cet égoïsme a causé la chute de son entreprise.
Bien qu'il soit tout à fait normal de vouloir obtenir le crédit pour quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, il est essentiel d'être conscient du travail acharné des autres. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Il ne s'agit pas seulement de vous. N'oubliez jamais de donner du crédit là où le crédit est dû. L'exemple parfait pour résumer ce point est une histoire sur la mer de Galilée et la mer morte. Le Jourdain alimente les deux mers, mais alors que la mer de Galilée regorge de vie marine colorée, étincelante et fraîche, la mer morte est précisément cela, morte, rien là-dedans, vide. Pourquoi? Ils disent que c'est parce que la mer de Galilée donne joyeusement toute son eau à d'autres, crédit, tandis que la mer morte refuse. Ne soyez pas comme la mer morte. Conclusion. La capacité de se faire des amis et d'influencer les gens se résume à l'essentiel, aux choses que nous avons oubliées au fil des ans. Nous sommes beaucoup trop préoccupés par le matériel, les choses fantaisistes de la vie et les derniers potins sur les célébrités. Cependant, la capacité de se connecter avec les autres à un niveau réel et humain est juste là devant nous. Nous avons perdu la capacité de le voir. Il est possible de développer des relations solides et authentiques avec les gens simplement en étant honnête et ouvert. Cela ne peut pas être fait sur une application de messagerie ou sur le téléphone. Il est de loin préférable d'être présent dans le moment présent et de parler aux gens face à face. En traitant les autres comme vous voulez être traité, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous gagnerez le respect des autres simplement en étant une personne gentille et prévenante. Si nous étions plus nombreux à suivre ce conseil, le monde dans son ensemble serait meilleur et plus gentil. En fin de compte, il s'agit de choses simples. Alors, soyez honnêtes, soyez vous-même, admettez vos erreurs, évitez la confrontation, mettez-vous à la place des autres et élevez les gens plutôt que de les renverser. Devenez une personne avec qui les gens veulent être. En faisant cela, vous aurez beaucoup plus d'influence que vous ne pourriez jamais en rêver. Quels sont les avantages pour vous? Interminablement. De l'amour aux amitiés, des liens familiaux aux situations de travail, savoir interagir et communiquer correctement avec les autres ouvre une multitude d'opportunités. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un peu de concentration et d'effort, n'importe qui peut maîtriser ses compétences. Essayez ceci. Pendant une semaine entière, mettez-vous au défi d'éviter les disputes de tout type et concentrez-vous plutôt sur la collaboration et la vision de l'autre côté de la discussion. Évitez de publier des commentaires négatifs ou opiniâtres sur les réseaux sociaux et restez positif. Mettez-vous au défi de voir les situations à travers les yeux des autres pour vous aider à développer vos compétences en empathie. Si quelqu'un semble contrarié, observez son langage corporel, comprenez mieux ce qu'il vous dit et imaginez ce que vous ressentiriez dans sa situation. Cela vous permettra de vous connecter plus profondément avec eux. Et voilà! On vient de parcourir 5 livres essentiels qui peuvent littéralement transformer votre vie si vous appliquez leurs principes. Avec Habitudes atomiques, on a vu que les petits changements du quotidien mènent aux plus grands résultats. Avec les 7 habitudes des personnes éminemment efficaces, on a appris à structurer sa vie avec des principes intemporels de succès. Avec Penser comme un moine, on a découvert comment développer un mental plus fort et plus apaisé grâce à la sagesse ancestrale. Avec la semaine de 4 heures, on a vu qu'il était possible de reprendre le contrôle de son temps et de vivre selon ses propres règles. Et avec Comment se faire des amis, on a appris que le succès repose aussi sur la qualité de nos relations et notre capacité à influencer positivement les autres. Le point commun entre ces 5 livres? L'action. Lire, c'est bien, mais appliquer, c'est ça qui fait la différence. Alors, choisissez un principe, mettez-le en pratique dès aujourd'hui, et commencez à façonner la vie que vous méritez. Si cette vidéo vous a plu, aimez, partagez, et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochains résumés de livres qui vous aideront à aller encore plus loin. Et dites-moi en commentaire, quel livre vous a le plus marqué et pourquoi? Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme toujours, apprenez, appliquez et réussissez. À très bientôt sur Entrepreneur en lecture.